Bonjour et bienvenue, vous êtes presque sur l'antenne de Radio Brume 90.7 pour ce nouveau Zoom du déconfinement. Les salles de cinéma, vous le savez, ne sont pas encore réouvertes. Alors le Premier ministre normalement parle à l'heure où on enregistre, donc on est le jeudi 28, si je dis pas de bêtises, à peu près à 17h. Donc si ça se trouve, les salles de cinéma vont bientôt réouvrir. Mais en tout cas, on va continuer de parler de notre journal de bord, on va dire, de ce que l'on a vu pendant le confinement et donc en ce début de confinement, avec un nouvel invité aujourd'hui, avec Monsieur Benoît Thévenin. Bonjour Benoît. Bonjour. Comment Bonjour Raphaël. Moi je vais très bien et toi? ça va, tu vois, je suis en mode, tu vois, en mode, je fais le biopic de Carlos, tu vois, je me prépare. Après, Moi ta chemise me fait penser à Scarface. ah, c'est gentil, c'est gentil. Oui, c'est voilà. Un peu en, ouais, en Pablo Escobar, quoi, tu vois, en Narcos. C'est ça, exactement. Et toi, Benoît, on se connaît surtout via les festivals. Chaque année, on se croise au Festival de Cannes. C'est ça. Et tu as Oh, une belle petite renommée, surtout via ton blog, en fait, Lanterna Magica, qu'on retrouve assez facilement sur les internets. Oui, la Terna Magica, donc qui a eu sa petite notoriété il y a quelques temps, il y a longtemps maintenant. Bon, je suis plus trop actif, je suis un peu passé à autre chose, mais il y a quelque chose qui m'a pas quitté, c'est l'amour du cinéma et donc je continue à voir beaucoup de films, bien sûr. Donc, de toute façon, on peut retrouver ça, voilà, tu as beaucoup Oui, voilà, d'articles, beaucoup de le reviews. blog, c'est ça. Le blog reste en ligne et avec des très vieux articles. Il y a sans doute des perles, c'est-à-dire des conneries que j'ai pu écrire qui sont Mais non, toujours à débusquer. Mais il y a aussi des très bonnes choses. n'est-ce pas? Non, non, allez le En voir, tout il y a plein de cas, choses. c'est- oui, oui. Et en tout cas, on tient Oui, aussi mon but a déjà un peu. toujours été de partager mon amour du cinéma. Bah oui, de toute façon, c'est le but un peu de ces émissions et je pense que tu as entièrement ta place ici. Voilà, on va converser comme à la maison, j'ai envie de dire, autour d'un bon café, d'un bon thé, là, comme on le fait C'est ça. via cette visioconférence. Et déjà, de prime abord, il faut un peu expliquer aux auditeurs, aux spectateurs, puisque cette émission va passer aussi via Radio Brune, notre radio. Il y a quelques Ouais. petits bugs techniques, ça risque un peu de friser, un peu de geler dans la conversation, un peu de patine, mais on va essayer de parler tant bien que mal et ça devrait le faire. Oui, on va pas. Je m'inquiète pas. Voilà. Bon alors, Benoît, qu'est-ce que tu as vu de bon, toi, pendant ce confinement, pendant ce déconfinement? Autant évoquer les bons films, hein, ceux que tu as vraiment appréciés. Oui, oui, ça a pas trop d'intérêt de parler des vieux films. Enfin, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ça n'a pas trop d'intérêt de parler de ces films qu'on n'aime pas. Si on les aime pas, on va pas en faire la promotion. Euh, non, par contre, ouais, des bons films et des films qui exaltent l'essence, ça, c'est pas ce qui manque. Euh, et le confinement a été une période effectivement très propice pour ça, surtout dans le sens où bon, voilà, moi j'habite Paris, je vais beaucoup au cinéma et j'ai tendance à plus suivre l'actualité que revoir des films du patrimoine à la Cinémathèque ou au Forum des Images, malgré que je suis abonné là-bas. Donc là, le confinement, ça m'a permis de revoir certains vieux films que j'ai vus, enfin, il y a longtemps. Ça m'a permis d'en découvrir aussi des films que j'avais jamais eu l'occasion de voir, d'explorer un petit peu le catalogue des plateformes. Je me suis assez rapidement détourné de Netflix, qui m'intéresse quand même pas beaucoup, même si j'ai vu pas mal de trucs quand même sur Netflix. J'ai surtout exploré le catalogue de MyCanal, donc toutes les chaînes cinéma de MyCanal et en particulier OCS. Et donc partie de là, donc de quoi je pourrais te parler? Alors, je me souviens déjà que le tout premier film de mon confinement, ça a été Roma d'Alfonso Cuarón,
que je refusais de voir sur mon écran d'ordinateur. Et j'étais très frustré d'avoir raté les projections en salle à Paris. Il est passé Donc, en salle à Paris, on a hein. fini par se le projeter avec mon. Oui, notamment à la Cinémathèque. Il y avait eu également une projection, je ne sais plus dans quelle salle, peut-être bien au Max Linder, qui était pour les invités. Voilà, enfin, c'était une projo très sélective, je crois, mais En tout cas, nous, c'était une espèce d'avant-première. Ouais. au Festival Lumière, nous, à Lyon, donc capitale de l'Andouillette, on avait eu une belle projection de Roma, donc présentée par Quaron à l'Institut Lumière, et une autre au Pâté Bellecour, qui est un très très beau cinéma lyonnais. Ouais. Et c'est vrai que le film, c'est vraiment un film à voir en salle, mais surtout pour le niveau sonore, en fait, pour le son, je trouve, même plus que pour l'image. Oui, alors j'avoue, on n'a pas trop percuté par rapport au son. On a fini par se le projeter sur l'écran de la télé avec mon coloc. Donc depuis l'ordinateur, donc ça laguait un petit peu et c'était tout de suite assez frustrant avec des mouvements de caméra très élégants, mais qui laguaient un petit peu. J'avais déjà eu ça lorsqu'on avait regardé The Irishman de Scorsese au moment où il est sorti. Donc bon, malgré tout, c'est évidemment une très très belle expérience de cinéma que Roma. C'est un film magnifique et très touchant et qu'il faut voir, quoi. C'est vraiment un très beau film. Oui, en plus, il forme une sorte de trilogie avec Les Fils de l'Homme et Gravity, quelque part, sur la question on pourrait dire, de la maternité, sur la fertilité. C'est des films qui sont bourrés de symboles, Oui, exactement. Oui. d'autant en plus portés par une maestria visuelle de Cuarón, par de longs plans séquences, bah là, magnifiés par le noir et blanc et le travail des lumières, enfin, de l'éclairage. Ouais, ouais, du chef-op, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment un régal à tous les niveaux. Ouais. Donc, tu l'avais jamais vu, toi. Donc bon, ça, ouais, oui, je l'avais pas vu. Et puis, donc, oui, finalement, je l'ai vu quasiment un an après sa mise à disposition du grand public. Donc, ouais, je me disais, je verrai ça en salle un jour. On va attendre une rétrospective Quaron dans 10 ans à la Cinémathèque. Mais bon, au bout d'un moment, parce que moi, je regarde pas Viens très peu de chez films à nous, la maison. Christino. Ouais. Je regarde très peu de films à la maison au quotidien. J'ai pas trop le temps pour ça. Euh, J'en vois beaucoup donc au cinéma, mais les cinémas étant fermés, ben, c'était l'occasion de voir le film sans doute qui me fallait voir sur Netflix. Donc bon, sur Netflix, j'ai profité un petit peu ces derniers temps de l'arrivage des films de Jacques Demy. Un cycle, Il y en a. Ouais, j'ai fait un bon petit cycle Jacques Demy. Il m'en reste d'ailleurs encore, il me reste encore une chambre en ville à voir. Bon, alors il y avait la moitié de ces films que j'avais déjà vus, mais c'est toujours un plaisir de revoir Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort. Il y a Lola également, qui était le tout premier film de Jacques Demy, pour lequel j'ai un- j'ai beaucoup d'attachement. avec Anouk Aimé. Et avec Anouk Aimée, qui est sublime. Un très beau film. C'est assez amusant aussi de regarder les films de Jacques Demy à la suite parce qu'ils se répondent les uns les autres. Il y a des passerelles. Bon, voilà, même si c'est pas le Marvel Universe, mais ça fonctionne pareil finalement, quoi, avec des petites références comme ça, des personnages qui reviennent ou des allusions à des personnages. Le Jacques Demy Bon, Cinematic Universe. ouais, ouais, mais de toute façon, il en parlait. Il voulait que ce soit un univers cohérent dans tous ses films. Il l'a évoqué lui-même. Hein. Et puis Mais il n'est pas en toujours prêt l'occurrence, dans ouais, sa mise en scène, hein. c'est ça. Ouais. Et donc oui, j'ai fait un petit week-end comme ça avec Jacques Demy où j'ai revu donc à la suite Lola, Les Parapluies, Les Demoiselles. J'ai pas revu Podane parce que bon, je l'ai vu et revu et puis bon, j'ai quand même beaucoup de choses à voir. Mais par contre, j'ai découvert aussi des films de Jacques Demy, notamment Le Joueur de flûte avec le chanteur Donovan dans une de ses rares expériences comme acteur, qui est un film que je ne connaissais même pas en fait.
Et j'ai vraiment été. Déjà, moi, j'adore Donovan. J'aime beaucoup sa voix et bon, j'aime beaucoup cet artiste. Donc, tu Et es autant passionné, toi, du cinéma que de la musique en général, hein. comment? Tu es J'ai autant pas entendu, passionné excuse-moi. par le cinéma que par la musique en général. Tu vois beaucoup de concerts, tu suis beaucoup de groupes. C'est voilà, exactement. C'est vrai que c'est deux choses qui me sont chères. Et puis bon, c'est souvent le cinéma qui m'a fait découvrir des groupes. C'est souvent le cinéma qui est la passerelle vers d'autres intérêts. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est souvent venu de là. Mais en l'occurrence, voilà, ça me fait toujours plaisir effectivement d'associer cinéma et musique. Et donc, Jacques Demy, ça coule oui, tout le dans le temps. jour, oui, ben, en l'occurrence, là, oui. En l'occurrence, oui. C'est la comédie musicale. Non, mais c'est sur le joueur de flûte. Bon, alors, le joueur de flûte n'est pas une comédie musicale, mais c'est un film qui tourne autour donc alors, il faut pas que je raconte n'importe quoi non plus. J'avoue, j'ai rien préparé, hein. C'est très spontané tout ça. Rassure-moi non plus. Je pense que ça se remarque. ça, ça se remarque d'ailleurs. Euh, donc oui, donc c'est une vieille légende par rapport à la peste au Moyen Âge dans les années 1300 environ. Et donc Rien à voir avec le coronavirus, donc hein. voilà, ouais. Oui, non, mais c'est vrai que c'est assez marrant aussi de voir employer des termes comme quarantaine et des organisations sociales qui se mettent en place parce qu'un virus frappe. Et en l'occurrence, donc c'est une légende populaire, je ne sais plus laquelle, et là vraiment ça me désespère de ne pas me souvenir. Donc bon voilà, Donovan joue le rôle d'un joueur de flûte qui a ce pouvoir d'à la fois guérir et faire fuir les rats contaminants en jouant ses mélodies. Et donc il se retrouve. C'est un chanteur itinérant. Il est dans un village où on sollicite son pouvoir. Il guérit une petite fille. Les villageois et les, les, les autorités morales et politiques de la ville sollicite son aide pour faire fuir les rats qui menacent de propager le virus. Et sauf qu'en fait, ils lui font de fausses promesses et d'une certaine manière, il va leur faire payer, quoi. C'est un très beau film, très old school quand même, qui a son petit charme comme ça, justement un peu païen. Euh, et puis qui a une ambiance vraiment entraînante et intéressante, quoi. Je l'ai jamais Voilà, vu. j'en parle pas très bien, mais c'est un bon film à voir, ouais. Donc, c'est adapté Et en aussi l'occurrence, c'était du une conte. découverte. C'est adapté des contes de Grimm, c'est ça? Comment? C'est adapté du conte de Grimm? Non, non, c'est pas un conte de Grimm. Je me sens très bête de pas me souvenir. Euh, on va demander à Google, vite Google est fait. notre ami. Euh, non, La flûte de Hamelin. non, non, c'est le joueur de flûte de Hamelin. Voilà, c'est la légende du joueur de. Ouais. Et oui, t'as raison. Ça a notamment été, c'est une légende qui a notamment été racontée par les frères Grimm. Oui, c'est voilà, Pas par Terry Gilliam. c'est ça. Et donc, c'est celui que tu recommandes le plus, toi, dans les films à découvrir dans l'œuvre de Jacques Demy, quoi. Ah, pas nécessairement, mais j'en parle surtout parce que je l'ai découvert en fait. C'est un film que j'avais jamais vu.
Sinon, c'était un pur régal de revoir les Demoiselles de Rochefort. Pas plus de Cherbourg comme Qui a- Palme d'Or à l'époque. oui, exactement, ouais, ouais, qui a été, je crois, la Palme d'Or avant, enfin en 64, je crois. Il me semble bien. Euh, ouais. Et après, on n'en a pas eu beaucoup des Palmes d'Or françaises. On a eu un Lelouch. Enfin, c'était un homme et une femme, je crois. Oui, c'est ça, oui, on avait une femme. Il y avait Et Gala puis, aussi, Sous le soleil de Satan. Et ensuite, Entre les murs. on a attendu longtemps avant d'avoir Entre les murs. Ouais. Et puis, il y a Fianel Donc, après. oui, voilà, Si, exactement. Dipan après. Oui, Deepan, oui, c'est vrai, on oublie Deepan. Moi, c'est un film que je n'aime pas du tout, mais. Ah, moi, j'aime bien, mais moi, c'est mon côté Road Euh, movie, tu sais, j'aime bien Charles Bronson. Tu sais. ouais, ouais, ouais. Non, bon, après, bon, voilà. C'est pas un mauvais film, Deepan, mais c'est un film qui m'avait vraiment laissé sur ma faim et qui m'avait un peu écœuré, justement, à la fin du film. Je déteste le plan final et le message que ça envoie, ça m'avait un peu dégoûté. Donc, c'est surtout pour ça que je n'aime pas trop Deepan. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il avait gagné la Euh, Palme d'Or et on a oublié, c'était parce que Michael Haneke n'avait pas de film cette année-là à Cannes et l'an d'a- ou c'était l'an d'avant d'ailleurs, c'était un an avant, il avait gagné avec Amour. Oui, exact, ouais. Ouais, ouais, Haneke qui a gagné avec Laurent Blanc et Amour à quelques années d'intervalle. Et c'est vrai que ce soit Haneke ou les frères Dardenne, on a l'impression que c'est perdu d'avance pour les autres. C'est, Mais même si ça se passe pas comme ça et que ce n'est pas du tout la vérité, ils sont sûrs mais, d'en repartir avec un mais prix à chaque c'est fois. vrai ils sont souvent récompensés. Ouais. C'est ça qui est génial, tu en pars de Jacques Mais Demy. c'est pareil. Ah oui, oui, c'est facile de passer du coq à l'âne. Mais oui, donc voilà. Bon, ça c'était pour la partie Netflix. J'ai pas vu grand-chose d'autre sur Netflix. Mais t'as pas vu Parking alors? Non, non, je l'ai pas encore vu. Non, 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 et je l'ai jamais vu du tout. Mais moi, du coup, j'ai envie de le voir. Mais il a très mauvaise réputation. Il a très mauvaise réputation Parking. Mais bon, j'attends de me faire mon avis. Je le verrai. En même temps, il y a un indice, hein, Francis Huster. Ah, mais attends, bah, tu fais bien de parler de Francis Huster. Ah bien. Ça permet de faire Non, 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 ça permet de faire une transition parce que figure-toi que Francis Huster, je l'ai vu à ma grande surprise dans un film il a réalisé, dans lequel il a joué à ses débuts de comédien. Il devait avoir 20 ans à l'époque. Un film de Georges Franju dont le titre c'est pom 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 père ah là 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 je, je me rappelle même plus le titre du J'avoue, des film. francs jeux, j'ai vraiment vu les plus connus. Moi, c'est Les yeux sans visage, la tête contre les murs. J'en ai pas vu beaucoup, hein. Et j'ai vu que tu t'es fait une rétro, effectivement, Euh, sur Instagram. oui, alors attends, je vais te redire ça vite fait. C'est l'abbé, il y a un titre un peu plus long que ça. Je peux vérifier si tu veux. C'est La faute, voilà, La faute de l'abbé Mouret. Et donc, oui, alors effectivement, alors moi j'étais comme toi, en fait, Franju, je n'avais guère vu que Les yeux sans visage et puis Thérèse d'Esquerou. Et puis Le sang des bêtes, évidemment, que j'avais vu il y a très longtemps pour le coup, et que pas un film Ou c'est un court-métrage. agréable à. Oui, déjà c'est un court métrage, et puis c'est pas un film qu'on se remet avec beaucoup de plaisir. Mais en l'occurrence, je me suis mis donc dans cette rétro franjue parce que je crois que c'était OCS qui passait l'essentiel de ses films. Pas tous, mais une bonne partie. Je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était sur MyCanal, donc c'était peut-être une autre chaîne que OCS. C'était peut-être Ciné Cinéma ou Ciné Plus, je sais pas. Euh,
bon, j'avoue, je fais pas forcément attention à quelle est la chaîne qui diffuse les films, mais enfin, c'était dispo sur MyCanal et en l'occurrence, je m'étais mis tous les franchises disponibles et donc je les ai regardés dans l'ordre. Donc j'avais commencé par les yeux sans visage. J'avais ensuite vu, je crois que dans l'ordre, c'est non, attends, la tête contre les murs, mais en fait, non, je réfléchis en même temps. Je crois que la tête dans les murs, contre les murs, C'était avant. je crois que c'est antérieur Ouais, à, c'est il me avant Les Yeux semble. sans visage, ouais. Ouais. Avec Jean-Pierre Mocky. C'est un film qui m'a. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un film qui est aussi, comment, euh, c'est amusant aussi de voir ce film pour ça. Enfin, c'est un très bon film au demeurant, mais c'est aussi très amusant de le voir pour ces jeunes comédiens qu'on voit, que sont Jean-Pierre Mocky, Charles Aznavour. Ça fait plaisir de Et voir Jean-Pierre Mocky, en plus, ces c'était visages vraiment jeunes. très beau à l'époque, hein. C'était vraiment un Ah jeune oui, oui, premier qui était c'est et puis, très bon acteur, presque à Alain Delon, hein. exactement, un vrai playboy, un vrai voilà, on sent ne serait-ce que dans son jeu l'esprit rebelle déjà. Et bon, j'ai lu un petit peu de choses autour de La tête contre les murs. C'est un film que Mocky devait réaliser lui-même. Et puis on lui faisait pas trop confiance. Et c'est Franju qui l'a réalisé. Franju qui n'avait jamais fait que des documentaires, qui, 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 qui est documentariste À la base, oui. d'abord à la base même. Donc oui. Donc La tête contre les murs, c'est un film que j'avais jamais vu. Donc j'étais très content de découvrir ce film. J'ai vu également donc Les Yeux sans visage, Judex, bien sûr, dont j'avais beaucoup entendu parler dans ma vie de cinéphile, mais que j'avais jamais eu l'occasion de voir. Ah, et c'est un film Qui est- fondateur aussi, presque du cinéma de genre, hein, comme Les Yeux sans visage. Encore aujourd'hui, il y a qu'à c'est ça. voir, Ouais. il y a qu'à voir Au revoir là-haut, par exemple, de Dupontel, pour voir des Bah classiques. c'est voilà, c'est là où on voit effectivement son influence. Effectivement, oui, Au revoir là-haut avec le masque, on pense tout de suite aux yeux sans visage, c'est sûr. Judex, c'est un film qui est une adaptation finalement de Louis Feuillade, dont Franju n'aimait pas trop le résultat et donc il en a fait un film qui est aussi le film qui a révélé Edith Scobb, la très jeune Edith Scobb qui est évidemment celle derrière Les Yeux sans visage. Et puis donc voilà, donc c'est un film à la fois social et fantastique avec plusieurs dimensions. Un film violent, notamment, ça raconte quand même en premier lieu les rapports violents entre un père et son fils. Euh, on retrouve ça dans La tête contre les murs aussi, où c'est quand même un père bourgeois qui enferme son fils rebelle dans une maison de fous, quoi. Donc C'est vrai que du peu c'était que j'ai vu de Franju, il y a souvent ce rapport de classe, effectivement, ouais, c'est exactement ça. Et puis et donc je te parlais de Francis Huster, donc parce que Francis Huster joue dans La faute de l'abbé Mouret, qui est un film assez étonnant. Et en fait, en le regardant, je me suis fait la remarque que j'aime. À la fois, je suis complètement athée et je déteste les, hum, les passions populaires autour de la religion. oui, le Autant, fanatisme. voilà, le fanatisme. Mais en l'occurrence, je remarque que j'aime beaucoup voir ça exprimé au cinéma, ces univers-là, où on confronte les personnages à la morale et à leur dualité personnelle.
Et La faute de la Bohème Mouret, bon, c'est une histoire assez simple d'un jeune abbé qui va être pris de passion pour une très jeune femme et très belle femme, et qui va donc être écartelé comme ça entre son devoir religieux et son devoir de rester droit par rapport à ses sentiments, à ses emballements sensuels, et qui va se laisser complètement corrompre l'âme par cette femme. Cette femme. Et donc on a un Francis Huster qui est encore tout frais, qui est encore assez presque presque adolescent, donc quand même pas, il doit avoir pas loin de 30 ans à ce moment-là. Mais c'est pas encore le Francis Huster qu'on connaît, quoi. Donc, enfin aujourd'hui en tout cas. Et c'était étonnant de le voir dans ce rôle-là, dans cette posture-là. Et le film lui-même est vraiment très, très bon, où justement, Franju interroge encore comme ça les rapports de classe, les rapports aux autorités morales. Euh, et c'est un film qui n'a l'air de rien, mais qui est assez puissant émotionnellement. Il y a des scènes d'une force incroyable, je trouve. Mais Franjus, je sais pas, moi je suis pas un connaisseur de son œuvre, j'ai vu que deux, trois de ses films, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un cinéaste qui est plus connu à l'étranger maintenant, via de très grands réalisateurs qui le citent voilà, ouvertement, que chez nous en France, quoi. Je sais pas, il doit y avoir un côté exotique dans son cinéma qui doit fasciner, alors que chez nous, voilà, il passe un peu sous les radars, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que comment bon, en fait, il y a une je crois que jusqu'à Franju, il y a toujours eu une tradition qui remontait même à la littérature de l'horreur et du fantastique dans la culture populaire française, et Tu qui parlais s'est de un peu Cyprien Davant, par exemple, pour le cinéma, oui, voilà, et qui s'est un petit peu Jules Verne. évaporé juste après, exactement, ouais, de Jules Verne à Maupassant en littérature, et donc pour aller jusqu'à Franju, effectivement, mais enfin Méliès, en passant par Méliès et d'autres, mais juste après Franju, enfin ou plutôt juste après des films comme Les Yeux sans visage et Judex qui sont au tout début des années 60. Les Yeux sans visage, ça doit être 59 même, si je dis pas de bêtises. Je vais Enfin, vérifier. enfin bon, en tout cas, c'est dans ces 60, oui. eaux-là, mais juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la folie. C'est contemporain de la nouvelle vague et aussi de l'émergence de Louis de Funès. Et finalement, c'est ces deux modèles qui se sont développés et qui ont verrouillé le cinéma français. Le cinéma français, ça n'a plus été que la nouvelle vague et une certaine manière de faire le cinéma. Et, de l'autre côté, c'était le cinéma populaire à la Louis de Funès, avec un acteur qui cannibalise tout et la mise en scène complètement accessoire pour accompagner l'acteur seulement. D'ailleurs, c'est marrant, Et pour revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure sur Jacques Demy, pendant que tu évoquais, je me rappelais, tu sais, la polémique qu'il y avait eu avec Une chambre en ville face à l'As des As à ouais, l'époque, Jean Horry, où la critique avait, comment on pourrait dire, publié un manifeste dans des très grands journaux, justement, pour appeler le public d'aller voir le film de Jacques Demy, qui n'était pas calibré, entre guillemets, pour le succès, et de faire, comment dirais-je, une bronca, je ne sais pas comment on pourrait dire, un appel au bide au film d'Houry. Et c'est vrai ouais, que de snobber. Snobé, voilà, exactement. Le film d'Houry, et c'est vrai que le cinéma français aujourd'hui encore, on est vraiment là-dedans, dans vraiment les films d'auteurs, on pourrait dire assez parisiens, qui se passent en appartement, par exemple, et les grosses productions, les Moi, grosses je trouve que productions. ça a évolué avec les. Ouais. Tu trouves? Je trouve que ça a évolué quand même un petit peu. On a retrouvé une diversité dans le cinéma français et notamment dans le cinéma fantastique et d'horreur. On a maintenant quand même pas mal
de jeunes cinéastes qui ont été bercés par le cinéma hollywoodien, par Carpenter, par plein de cinéastes de genre, Joe Dante ou Romero, et qui ont permis de renouer de faire renouer le cinéma français avec le cinéma de genre. Mais c'est vrai que entre Franju à la fin des années 50 et l'émergence de réalisateurs comme Besson à la fin des années 80, il y a quand même un grand vide, je crois, et il n'y a pas de film. Enfin, spontanément, j'en vois pas. Là, les spécialistes, sans doute, peut-être en ont un en tête Le qui cinéaste de m'échappe. genre français? Mais ouais, dans les années 70. Bon, après, Moi, j'aime beaucoup on Alain peut toujours Gestillat, citer tu des gens. vois, à l'époque. Oui, on peut toujours citer des gens comme Melville, voilà, qui ont toujours été là également, mais c'est encore un Tu vois, autre genre, quoi. Et, dans l'horreur sociétale, moi, je trouve il y a Alain Gestillat, mais c'est pas un cinéaste qui est très oui, voilà, réputé. ouais. Il a le mérite d'être là, mais ça a jamais été. C'est un cinéaste de série B et pas forcément les plus intéressantes. Moi, je Et, préfère nettement plus les films, les giallo italiens qu'aux films de ah, Gessois. mais Donc, bien sûr, mais je parle vraiment voilà. pour la France. C'est d'autant plus étonnant qu'il y Ouais, avait des gros acteurs, des gros castings, des Danny Girardot, des Alain Delon, des ouais. Gérard Depardieu, des Victor Lanoux. Et tu parles des Giallo, justement, aussi. C'est vrai, on parle de Franju. Il a inspiré, enfin, tu vois clairement des Bava, des Argento. Aujourd'hui encore, enfin, il y a des réminiscences, voilà, des yeux sans visage, bah, chez Almodovar, par exemple, dans La Bien pièce sûr, oui. qu'on avait La vu à pièce Cannes à avec l'époque. l'habito. Oui, Et oui, c'est un hommage explicite d'ailleurs, ouais. il y a des cinéastes, voilà, qui sont vraiment estampillés geeks, comme Edgar Wright, qui cite le film ouvertement. D'autant que le film a été tout de suite, comment on pourrait dire, estampillé. Je sais pas comment on pourrait dire, oui, RASM est dans le côté mondial, tu vois ce que je veux dire. Il est dans la collection Criterion, par exemple. Enfin, on les trouve assez facilement, Oui, ces oui, films-là. exactement. Ouais. Et Guillermo del Oui, Toro, oui, c'est c'est pareil, ouais. au Festival Lumière, il était venu justement nous présenter, c'est comme ça que j'ai découvert, moi, La tête contre les murs, quoi. C'est vraiment un film, il disait, au Mexique, Ah etc. oui, Il ouais. connaissait, voilà, il avait pignon sur rue, quoi. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas parce que ce qu'il y a d'intéressant chez Franju, c'est que bon, déjà il a des histoires très très fortes. C'est un inventeur. C'est quelqu'un d'assez radical dans les idées qu'il exprime, justement dans ce que tu évoquais, les rapports de classe, de dénoncer les systèmes d'oppression sociale, notamment effectivement dans la tête contre les murs. Mais comment au-delà, donc il y a la force du message, mais c'est également un inventeur de forme. Et c'est quelqu'un qui effectivement fait travailler l'imaginaire parce il explore également des territoires presque mentaux ou en tout cas ben, des territoires fantastiques, donc qui s'extrait de la réalité. Et en ça, il est universel. En ça, il capte l'attention, effectivement, Oui, pas c'est comme un seulement Jack Tourneur aussi, un peu avant lui, qui jouait énormément sur le hors-champ et le non-dit. voilà, ouais, ouais, exactement. Et ça m'étonne pas effectivement que Franju ait été capté à un moment donné où en France on s'est désintéressé peut-être de Franju parce qu'on a focalisé notre attention sur la nouvelle vague et sur les comédies populaires portées par De Funès et d'autres après lui. Mais pendant ce temps-là, je pense que des gens comme que ce soit Scorsese ou Spielberg, ils ont dû se nourrir également de Franju. Et effectivement, Criterion lui a fait une belle place. Et après, c'est naturel aussi, quand on commence à s'intéresser à un cinéaste, de voir ce qu'il a fait auparavant. Et ça ne m'étonne pas que Guillermo del Toro ait découvert comme ça, en tirant le fil de la pelote de laine, et découvert La tête contre les murs, qui est un film beaucoup plus social et qui a beaucoup moins de. Enfin, qui a même pas du tout, là. Enfin, là, comme ça, spontanément, je ne vois pas de connotation fantastique dans, dans La tête contre les murs. Hein. C'est Non, un mais film dans le qui est décorum, par exemple, on directement. peut retrouver ça dans Les Chiens du Diable, chez Del Toro. Exactement, oui. Ouais, ouais.
C'est ça, avec l'asile, avec la manière de photographier et de faire ressentir l'oppression physique et mentale des personnages, exactement. Ouais. Et Mais je ouais. te coupe, tu évoquais Criterion. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais Roma aussi vient de ressortir là en Blu-ray chez Criterion, qu'on retrouve en France. Ah oui, ouais, mais ça, ouais. C'est une très bonne initiative parce on peut faire confiance sur eux pour nous livrer une très très belle copie, effectivement, pour un film qui le mérite, quoi. Bah là, c'est les conditions optimales justement pour voir ce film, hein. Ah oui, oui, là pour le coup, ouais, si on a un bon équipement pour projeter le film à la maison, ça peut valoir le coup, effectivement. Et tout est lié en plus. C'est un bel c'est un bel investissement pour ceux qui le font. Ouais. Roma en plus cite ouvertement Louis de Funès, puisqu'ils vont voir la grande vadrouille, le Oui, moment où exact. Oui, oui, il y a elle cette est scène enceinte. oui, où ils sont au cinéma. Oui, oui. Ouais. Donc, Ouais. C'est vrai que j'aime beaucoup. c'est vrai que c'est assez étonnant hein, quand on rentre dans le film et qu'on voit cette scène où un public mexicain rigole devant la grande vadrouille. C'est vrai que c'est pas un truc qui va de soi en fait, je trouve. Enfin, moi personnellement, j'imaginais pas spécialement que la grande vadrouille ait pu faire marrer au-delà de la France et des pays francophones. Si, depuis, c'est une grosse Enfin, je me star, suis mais jamais trop penché. dans les pays de l'Est surtout, via le communisme, puisqu'ils pourfendaient de toute façon l'idéal petit bourgeois, tu vois. Et Ouais. puis, effectivement, en Amérique latine, il était un petit peu connu. Et ce qu'on voit aussi, c'est un autre type de cinéma, parce que je travaille un peu là-dessus ces temps-ci, là, c'est pour ça que j'ai revu Roma un petit peu en partie pendant le confinement pour ça. C'est vrai qu'il y a ce cinéma-là, et puis il y a le cinéma du pop d'exploitation. On retrouve le kung-fu et les arts martiaux, ouais. Oui. Et c'est pour ça que je travaille sur Bruce Lee et De Funès un peu actuellement sur une vidéo. Et c'est vrai que le film qui fait le lien entre tout ça, bah, c'est Roma, quoi. Et ça m'est sauté l'autre jour aux yeux en revoyant un petit peu le film et je fais oh là là. Il y a un film qui fait le lien entre tout. Et c'est des vrais films, effectivement, quoi, tu as récupéré par le pop, quoi, tout de suite, quoi. Ouais. Et Ouais. Non, mais c'est bien vu de ta part, ouais, effectivement. Ouais. Et Ouais. tiens, je vais reprendre un peu la main aussi parce que ça me fait penser, tu parlais du cinéma de genre, la nouvelle vague, etc. Et un film qui rentre parfaitement dans les deux que j'ai vus, moi, c'est le Boucher de Claude Ah Chabrol, oui, de Claude Chabrol, bien sûr. bah, qui est dispo sur la Cinétech. Bon, j'ai pas la Cinétech, mais il y avait des codes pour récupérer un film gratuitement pendant le confinement. Donc j'ai récupéré le Boucher, donc c'est 1970, si j'ai pas de bêtises, le Boucher, non? Un truc comme ça. Dans ces 69, eaux-là, oui. J'ai pas la date en tête, mais oui, c'est à cette époque-là, oui. Et voilà, Jean-Yann, Stéphane Audran, donc on va dire la bande un peu Bien habituelle sûr. à l'époque de Claude Chabrol. Et c'est un film là aussi qui a inspiré tout un tas de cinéastes. Voilà, on sait que voilà, Bong Joon-ho, bah, il l'a cité ouvertement pour Parasite, pour Pour sa palme Parasite, oui. d'or. Et c'est vrai qu'on retrouve bah, tout son cinéma, même un côté, même Memories of Mordor, quoi. Enfin, le côté campagnard, le crime tout autour. Enfin, c'est vraiment un film Ah très oui, agréable. oui, bien, oui. C'est vrai, ouais. Je l'avais jamais vu et encore Oui, une oui, fois, c'est un film qui a énormément d'influence. et Ouais, tout moi, c'est un pareil film que j'ai vu il y a très longtemps, mais ouais. comme Franjus, et voilà, encore une fois, voilà, on est chez Chabrol, effectivement, le rapport de classe, encore une fois, la petite bourgeoisie, le trouble aussi, enfin, de, de, de cette friction entre, voilà, entre cette institutrice et ce boucher un petit peu, voilà, grossier, un petit peu vulgaire, qui se donne en spectacle, qui a fait justement la guerre, qui a fait l'Indochine, etc., Mm. qui connaît la mort de près, et ce côté frisson, quoi, ce côté ambiguïté morale, voilà, ce côté je me trouve Oui, attiré. oui, c'est ça, c'est vraiment l'ambiguïté. Ouais, ouais. Ouais, ce rapport ouais, 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 de fascination, voilà, de troubles sexuels et de ouais, fascination, voilà, bah, pour la violence. ouais, d'emprise, ouais, c'est Et, ça, ouais. et c'est un film Ouais. voilà, qui est extraordinaire. Et franchement, j'adore que la bête mort, etc. aussi. Mais celui-là, je l'avais jamais vu et c'est vrai que c'est un sommet de sa carrière, hein. Ah oui, oui, clairement, ouais, ouais. C'est Mais ça c'est qui est vrai bien, que, le ouais, ouais. confinement pour rattraper un peu le retard. Exactement, bah là, moi, en parlant de rattraper le retard, il y a notamment, j'ai profité également de la
programmation. Là, pour le coup, ça doit vraiment être OCS. Ils ont programmé les films de Nanni Moretti. Et il y avait Arte également qui a passé, ils sont peut-être encore disponibles d'ailleurs sur Arte, Ils sont encore, ils certains sont films de encore. Moretti. Et en fait, bon, moi, Moretti, j'ai commencé à m'y intéresser au tout début de ma cinéphilie, c'était avec April, et puis que j'avais vu à la télé d'ailleurs. Et le premier film de Moretti que j'ai vu en salle, c'était La Chambre du Fils. J'avais vu Journal intime, j'ai vu tous ceux qui sont sortis ensuite. Mais par contre, les premiers films, pourtant, il y a eu des occasions, il y a même eu des ressorties en salle de Palombella Rossa ou des tout premiers. Mais j'étais passé à côté. Et donc, ben là, pendant le confinement et à la faveur de la programmation d'OCS, j'ai pu enfin faire ce rattrapage et voir les tout premiers films de Nanni Moretti. Donc, ça commence avec Je suis un autarcique, qu'un film que j'aime pas vraiment, qu'un film un petit peu bordélique, qui m'intéresse pas beaucoup, mais qui est intéressant parce qu'on voit Moretti en gestation, on voit, et justement c'est le privilège des spectateurs qui ont vu la suite de l'histoire, quoi, qui ont vu qui savent comment le cinéaste a évolué. Donc du coup, c'est assez intéressant de découvrir Je suis un autarcique quand même en ayant en tête tout ce qu'il a fait derrière. Mais bon, en soi, le film est assez brouillon et bon, moi, il m'a pas emballé plus que ça, quoi. Par contre, j'ai vu ce qui arrive ensuite. Donc, il y a Ecce Homo, notamment. Ah, ça bloque un peu. Euh, qui de quoi parle bon, enfin, j'ai revu suite, donc Ecce Homo, Bianca et puis Sogni d'Oro. Et comment et c'est vraiment, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir en fait à revoir les films de Moretti, parce ils ont vraiment une singularité. Bon, déjà, moi, je suis un amoureux de la langue italienne. Dès que j'entends parler italien, je trouve cette langue tellement chantante et agréable. Siamo due. C'est déjà un plaisir. Par contre, je ne parle pas un mot, mais, Non, moi non plus. J'adore oui, l'italien aussi. je vois. Ouais. Mais oui, oui, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est la plus belle langue du monde. Je suis Euh, d'accord. et, euh, et donc déjà rien que ça, c'est un régal. Bon, surtout chez Moretti, ça parle beaucoup. Bon, Ouais, c'est après, un peu le c'est Woody Allen aussi à double italien. tranchant. Ouais, ouais, ouais. Mais non, non, j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de fantaisie chez Moretti. Il y a beaucoup de voilà. Bon, il se met en scène. Il y a beaucoup d'autodérision. Il se remet en question. On voit aussi en voyant Ça vit, ça bouillonne. les films les uns à la suite des autres, on voit aussi un cinéaste qui progresse, de film en film élabore des mises en scène de plus en plus sophistiquées. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir que la Chambre du Fils, bon là je l'ai pas revu La Chambre du Fils, mais je l'ai quand même un petit peu en tête. C'est un film qui m'avait marqué quand je l'ai vu. Il y avait eu la Palme d'Or d'ailleurs, on parlait de Palme d'Or tout à l'heure. Et Euh, c'est le cas aujourd'hui. et ouais, ouais. Moi, tout nous ramène toujours à Cannes de toute façon quand on parle de De toute cinéma. façon, il y a de fortes chances qu'il soit sélectionné dans le label Moretti, puisqu'il a fini Oui, son. oui, il a un nouveau film, exactement, oui. Mais je pense il est assez probable que OCS ait proposé une rétrospective des films de Moretti parce qu'ils avaient anticipé probablement la Ils ressortent en Blu-ray programmation de aussi. Moretti. Certains films ressortent en Blu-ray là. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, j'avoue, je ne suis pas du tout l'actualité des DVD Blu-ray. Je dis pas de bêtises, c'est Mais sûr et certain. Je dis pas de bêtises. Je vais vérifier ça, tiens. ouais.
Ouais. Non, bah, je te fais confiance de toute façon, mais oui, non, bah voilà, donc énormément de plaisir à revoir les films de Moretti, de voir la passion de cet homme, de ce personnage, sa fantaisie, son intelligence. La passion, c'est vraiment le mot parce que surtout dans les premiers films, il est beaucoup question de son rapport quand même aux femmes et au désir, avec un peu de maladresse de la part du personnage qu'il incarne. Du coup, bon, voilà, il y a toujours une dimension aussi un petit peu burlesque chez Moretti. Ça évolue de plus en plus vers j'allais dire le journal intime, mais justement, le journal intime est donc bien nommé. Mais c'est déjà un peu le cas dans Tout à fait. April, ou dans April, bon, le cinéma de Moretti a toujours été politique. Dès Je suis un autarcique, il est déjà complètement dans la révolte. Euh, mais dans, comment, dans Aprilé, il aborde frontalement les choses cette fois-ci, là, où il se désole, il met en scène sa désolation face à l'émergence du petit Silvio Berlusconi, ce mec qui a traumatisé l'Italie et qui a surtout qui a notamment traumatisé le plus éminent des cinéastes italiens actuels, en la personne de Moretti. Dans le Donc il Clément, se par met en exemple, scène. c'est plus évident. Voilà. Oui, et puis il a fini par faire le Caïman, effectivement, Tu me diras, en italien, il n'y a qui est un pas que lui, il y film. a aussi Sorrentino qui avait fait Loro aussi. Oui, Malheureusement. oui, oui, oui. Oui, et d'ailleurs, ces deux films, enfin, Silvio et les autres, Ouais, ouais. je les ai vus, je les ai vus, ça a été les deux premiers films que j'ai vus cette année. À cette époque-là, on ne parlait pas encore de virus dans notre beau pays. Mais j'étais dans mes petites vacances de fin d'année, et donc loin des cinémas déjà, confiné d'une certaine manière, et Par avec l'année. ma famille. Et donc il y avait quand même des films à voir à la télé. En l'occurrence, j'avais pas vu Silvio et les autres au cinéma, et j'avais vu la version. Enfin, j'ai pas regardé la version de 3h30. La Enfin, version je sais plus tronquée. combien. Ouais, il y a une version en salle en un seul bloc qui dure 3 heures et quelques, et il y a aussi deux films indépendants. Enfin, de chacun 1h30, je crois. Il était sorti en deux Euh, parties, effectivement, en Italie. Ouais. Et ouais, j'ai voilà. vu Et un donc, montage de 12h40, je crois, comme ça. voilà, c'est ça. C'est plutôt ce que tu dis, voilà, c'est ça. Et donc moi j'ai vu les versions italiennes, quoi. J'ai vu les, les deux parties. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant, assez étonnant aussi, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce film, et assez étonnant dans le sens où on pourrait s'attendre à une satire, ou à quelque chose de dur envers Berlusconi, alors qu'en fait non, c'est tout le contraire. Ouais, il est très C'est très doux, hein. bienveillant. Euh, ouais, c'est très bienveillant, et puis en même temps, c'est pas complaisant non plus. Ouais, c'est une petite histoire d'un vendeur, en fait, qui arrive plus Il à y a- faire ses tours voilà, pour ses arnaques, quoi. c'est ça. Ou un vieux beau. Donc, ouais. Il y a quelque chose de touchant, puis en même temps, c'est quand même dur pour Berlusconi, parce qu'il apparaît complètement misérable et petit, finalement. Et c'est assez étonnant à C'est voir comme d'autant film. plus méchant et acéable que de le montrer sous cet aspect-là. Et je me rappelle au début du film, tu le vois à travers un tatouage dans une scène de sexe, on va pas trop en dévoiler, mais qui est assez drôle. Et sa première apparition dans le film, il apparaît en travesti, quoi. Déjà caché. Et je trouve ça assez malin et assez drôle et effectivement assez violent, mine de rien. Allô? Tu m'entends, Benoît? Ah, je crois que ça frise un peu, il m'entend pas.
Tu m'entends toujours pas, Benoît? Je t'entends plus du tout Ah, c'est bon, tu reviens là. là, Allô? Raphaël. Tu m'entends plus? Désolé, je t'entends plus. Ah bon. Bon, bah, je vais couper 2 secondes et on revient tout de suite. Ah, tu m'entends là? Ouais, voilà, ça y est, c'est Ah, revenu. c'est revenu. J'allais couper. Bon, bah, tant mieux alors. Bon, bah, on s'excuse, il y a un petit Bon. flottement. Du coup, j'ai absolument rien entendu de ce que tu as dit sur le film de Sorrentino. Je disais que il apparaît au début du film via un tatouage dans une scène de sexe qui est assez drôle. Je vais pas voilà, rentrer dans les détails. Et, et après, il apparaît dans le film d'une manière vraiment Oui, oui. grotesque, sous les traits d'une femme. Enfin, il est clairement travesti, quoi. Et je trouve ça déjà d'une très drôle. Et puis deux, c'est très violent et acerbe, quoi, par rapport au personnage. Il apparaît déjà masqué, quoi, dès le premier plan de son apparition. Ah, ça reconnaît. Allô? Ah, ça refrise un peu, j'ai Euh, l'impression. Tu ouais, ouais, m'entends? ça. Ah, c'est bon, ça revient. Ouais, 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 ouais. Il y a une censure des propos sur Sorrentino et Berlusconi. Il veut On ne peut pas rien dire. qu'on en parle. On peut rien dire. Du coup, j'ai toujours rien entendu. Ça a de nouveau bugué. Mais bon, je vais pas te faire répéter une troisième fois. J'espère que c'est Non enregistré, hein. plus. Oui, oui, c'est vrai. Ça. Surtout ça, ouais. Bah, tu reverras, tiens, Bon. tu reverras la vidéo. La vidéo. Ouais. Donc Je moi, vais me j'aime marrer beaucoup ou pas. Tarantino, de toute façon, entre ce mélange entre le vulgaire et la grâce, quoi. Et justement, toute la fin avec le village de Stakila, c'est ça, je crois, le village Oui, où il... oui, c'est très touchant d'ailleurs. Mais en fait, euh, oui, moi c'est ce que je voulais dire à propos de ce film. Le Caïman de Moretti, je l'avais vu en salle et ça m'avait déçu. Je n'avais pas été très emballé par ce film. Et finalement, je trouve que le film de Sorrentino, qui est beaucoup plus bienveillant en apparence avec Berlusconi, finalement, il est beaucoup plus subtil et il fait beaucoup plus de mal à l'image de Berlusconi que le film de Moretti. Il lui rentre pas dedans, mais la manière dont il a de décrire le personnage et de montrer sa déchéance et son caractère misérable et de montrer la faillite de l'Italie avec l'Aquila, c'est finalement bien plus violent pour, par rapport à la représentation qu'on peut se faire de ce personnage, Berlusconi. Donc j'aime beaucoup Silvio et les autres. Il y a des très belles scènes. Il y a ça raconte justement sans provocation cette Italie décadente, les soirées bunga bunga, mais sans provocation, sans obscénité. C'est plutôt bien vu, c'est plutôt abouti et maîtrisé. Et ça me réconcilie presque avec l'idée que je garde de La Grande Bellezza, qu'un film que j'avais détesté de tous mes pores au moment de sa présentation à Cannes, que j'ai jamais revu depuis, mais qui vieillit bien dans ma tête. Je me fais une image du film qui n'est plus le film que j'ai vu. J'imagine un autre film dans ma tête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, en plus, je l'avais vu à l'époque aussi en projo à Cannes, et c'est vrai que le film, il s'était fait descendre, mais en même temps, c'est tellement un portrait des festivaliers cannois que ça pouvait pas trop passer, je pense. Ouais, ouais, oui, il y a peut-être un petit peu de ça, mais moi, j'aimais pas le côté prétentieux, cette, comment dire, bon, j'avais un mot, mais je l'ai perdu. Mais en fait, la Grande Bellezza, moi, j'avais vu ça comme un immense geste d'esbrouf pour en mettre plein la vue au public et avec un film finalement très putassier, etc. Et finalement, quand je dis que j'ai réimaginé le film dans ma tête et que de cette manière-là, je me suis réconcilié avec, c'est parce que ce que j'en retiens, c'est que finalement, non, c'est un film qui justement illustre la décadence du système médiatique italien des années Berlusconi. C'est un film qui finalement est presque un pendant et il fonctionne presque pareil d'ailleurs d'un point de vue narratif avec la Dolce Vita
de J'allais le dire. Fellini. Sauf que l'Italie a bien changé entre Fellini et Sorrentino, Oui, la et que les fête est moyens triste. sont. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, si on se souvient, enfin bon, moi j'étais pas né évidemment, mais la Dolce Vita est un film qui avait également beaucoup divisé à sa sortie, qui avait beaucoup euh, énervé certaines communautés et certains publics. Après, bon, le rapport au public de La Grande Bellezza n'est pas du tout du même ordre, mais finalement, c'est des films qui sont importants pour ça, pour ce qui montre de l'évolution de l'Italie, je pense, quoi. Ça passe Et on au le. niveau du grand public, je pense maintenant que ce rapport-là de Sorrentino passe plus maintenant par la télévision avec sa série The Young Pope et The New Pope qui reprend justement tout ce background et ce style vraiment baroque, extravagant. Si on est gentil, ou bien Complètement, ouais. méchant, Ouais. boursouflé, vulgaire, tout ce que tu veux, mais qui passe là du coup plus vers une narration propre à la télévision et peut-être que ça marche mieux. Moi j'aime beaucoup The Young Pope. Oui, oui, moi j'ai vu la saison 1, j'ai pas encore vu la saison 2, Elle est même moins si bien. je suis très curieux. Ah bon, tu me refroidis un petit peu du coup, mais Non, je mais pense que je la verrai de toute c'est le même façon. avec De les toute livres, il façon, n'y a plus les trucs c'est prévu que surpris. je la voie. Mais oui, oui, il y a moins l'effet de surprise aussi. Mais justement, The New Pope, c'est aussi une série qui valide les intuitions qu'on peut avoir sur Sorrentino. C'est aussi, bon, voilà, c'est ce côté baroque et putassier qu'il peut y avoir chez Sorrentino depuis le début, finalement. Depuis L'Ami de la famille, il y a déjà ça. Même, il y avait aussi Les conséquences de l'amour. C'est même antérieur à L'Ami de la famille, si je me trompe pas. Oui, bien sûr. Il y a toujours eu cet esbroufe visuel, ce côté flamboyant, et ce côté poudre aux yeux jeté au public, mais au final, non, c'est pas seulement un cinéaste d'esbrouf, c'est pas juste un cinéaste d'image, ça finit. Et bon, et des spectateurs un peu vieux comme ça peut être mon cas, Sorrentino, qui ont mis du temps à s'en voir, quoi, que Sorrentino était diffusait quand même qui se sent. Allô? Ah, ça frise, j'ai l'impression. Tu m'entends? Oui, Tu m'entends, oui? je t'entends, mais l'image est figée. J'ai pareil que toi, mais avec. Oui, je Non, mais t'entends ce que par je vais contre. faire là pour être sûr, je vais couper et on revient bah, dans une minute. Comme ça va peut-être un peu calmer le jeu. Ouais, ouais, je crois que je sais de quoi tu parles. Les salles de cinéma réouvrent, c'est ça? Et oui, on vient de reprendre et la bonne nouvelle, on vient de faire une petite pause. On l'a appris, effectivement, les salles rouvrent le 22 juin sur toute la France. Moi, j'ai pas lu exactement ça. Enfin, oui, enfin, ouais. Bon, À partir c'est du 2 ouais, juin, certains, et puis après, sur d'autres zones, ouais, il me ouais, semble, le ouais, 22 voilà. juin, mais en tout cas, bon, la question maintenant, c'est C'est imminent. quel film Ouais, aller voir? vas-y. Il n'y a plus de films. Donc, il y en a deux. Il y en a un qui sont programmés, c'est Tenet de Christopher Nolan. Je crois que c'est le Et 15 Mulan mai. de Disney. Et Mulan, voilà. Voilà. Ouais, ouais. Nolan, Mulan, voilà. Voilà. Par contre, il y a une mauvaise nouvelle qui vient de tomber. Je sais pas si tu viens de voir Vas-y. pendant notre Non. pause. Il y a Guy Bedos qui vient de nous quitter. Ah non, bah écoute, non, tu me l'apprends. Oui, oui, bah effectivement, c'est bien triste. Il y a une sorte de malédiction, là j'ai l'impression, là en 2-3 semaines, entre Piccoli qui a travaillé avec Dabadi, qui lui aussi a écrit les sketchs de Bedos. Les trois en 3 semaines sont morts, quoi. C'est vrai que oui, ouais, ouais, c'est le jeu des. Ouais. Donc, Effectivement, ouais, c'est bien vu. Ouais. d'autant qu'en Là, plus, je me faisais la réflexion avec Dabadi que tout le casting de Vincent François Paul et les autres étaient partis. Enfin, il ne reste plus que Depardieu, quoi. Le oui, réalisateur, le scénariste et tous les acteurs sont partis sauf Depardieu.
Et pareil, du coup, pour Un éléphant et Le paradis, du coup, si je dis pas de bêtises, il reste plus que Code Brasseur. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais, exact. Bon, ce sera l'occasion pour revoir ces très grandes comédies françaises, puisqu'il y en a eu quand même des belles, des bien écrites, des très bien interprétées, et ceux-là, elles en faisaient Oui, partie. oui, mais d'ailleurs, là, tu réenregistres Oui, déjà oui, ça ou? enregistre depuis tout à Ouais, l'heure. d'accord, d'accord. Oui, bah d'ailleurs, bah tiens, c'est une super passerelle parce que Piccoli, moi, ça m'a permis de, bon, moi, j'étais très attristé par la mort de Michel Piccoli, qui est vraiment un acteur que, que, que j'ai toujours adoré, qui, tous les Français, il y avait un côté comme ça, attendrissant chez Piccoli. Et en même temps, enfin, on pouvait pas le réduire à ça non plus. Il a Mais toujours été là, Piccoli, il est comment? partout. Ouais, voilà. Mais franchement, bon, il a atteint le grade d'immortel, quoi. Tellement ces films, on les verra et reverra tant que le cinéma existera, quoi. Tant qu'il y aura des spectateurs pour voir des films, on verra des films avec Michel Piccoli, parce qu'il a tellement voyagé dans l'histoire du cinéma parmi Et et Moretti, avec par exemple, qu'on a cité. On a cité Bava aussi, il attendait chez Bava. voilà. Ouais. Day, Et ça me fait penser donc j'ai vu un film très étonnant avec Michel Piccoli que j'ai découvert là au hasard des programmations de ces derniers temps, un film qui s'appelle Zemrock, oui, attends, ouais, ouais, qu'un film, c'est un drôle de c'est un film. véritable, oui, c'est un drôle de film, et c'est un véritable ovni, on peut le dire, un film exclusivement comment Crier, enfin je sais pas comment on pourrait crier, dire. voilà, on crie, on hurle, on ne parle que par on émet que des onomatopées, mais il n'y a pas de, il y a pas de dialogue. C'est que des situations, des gestes. Il y a une dimension burlesque là-dedans. Puis en même temps, c'est un film qui est très cynique et très noir par rapport à ce que ça raconte de la société Surtout et de l'époque par la. la suite. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Donc la société abrutissante qui anime, qui comment qui débilise les gens, qui les rend, qui les infantilise et jusqu'à leur nier leur humanité, quoi, finalement, presque réduit à l'état d'animal, quoi. C'est un film vraiment fort, vraiment étonnant, Et puis qui a fait qui aborde démarrer quand même pas des mal de sacrés gens. tabous, quoi, Il y a du de café-théâtre, l'inceste café de la gare. au cannibalisme. Oui, oui, ah oui, oui, bah c'est ça, ouais, ça a été c'est un film qui a été fait avec les gens du Café Théâtre, donc on voit la jeune Miu Miu notamment, on voit Patrick Devers, Coluche. dans des petits rôles comme ça, ils font que traverser. Il y a aussi Coluche qui est évidemment associé au Café de la Gare, et c'est un étonnant et qui est complètement porté par Michel Piccoli qui est absolument flamboyant et ouais. Enfin, il est très impressionnant quoi, dans ce film. Et c'est un film vraiment singulier et qu'il faut voir, quoi, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour cette singularité-là, il faut le voir. C'est vrai que c'est une époque, ce cinéma-là, Mm. c'est Piccoli, c'est tout le cinéma français, voilà. Godard, Truffaut, Sautet, tu viens de citer ça. On peut parler aussi de Ferreri, on peut citer Bava encore une fois, Laux Carax. Enfin, c'est le cinéma français en fait. Voilà, c'est tout le monde peut, tous les cinéphiles finalement peuvent trouver leur compte dans la filmographie d'un homme comme Michel Piccoli qui a tout connu quoi. Et dans tous les genres et dans toutes les époques, avec tous les genres de metteurs en scène. Ouais, ouais, carrément. Et puis, et Michel Piccoli, enfin, d'autant plus.
Moi, au moment de son décès, ce que je disais, c'est si une jeune personne qui commence à s'intéresser au cinéma venait me poser la question, bah, par quel bout prendre, par où commencer? Ben, commence par prendre par exemple la filmo de Michel Piccoli. Tu regardes tous les films de Michel Piccoli, tu fais déjà un sacré voyage et effectivement, tu passes, tu découvres. Enfin, c'est un acteur, un comédien qui n'a jamais choisi la facilité et qui est souvent allé vers des réalisateurs. Avec des vrais univers en plus, ça a marqué. Hein. Voilà, avec des vrais univers, un peu borderline, un peu franc-tireur. Il y en a beaucoup comme ça. Yves Boisset, par exemple, par exemple. Comment j'ai pas entendu, pardon? Yves Boisset, par exemple, avec Oui, Sur Yves Boisset, ouais. Histoire. Ouais. Ouais, il y a beaucoup Truffaut aussi, de. Ouais, beaucoup de sucre, par exemple, il avait un rôle assez ouais, tonitruant côté de Depardieu et Carmen. le sucre, ouais. Ouais, ouais, c'est un sacré film, ça aussi, ouais. Mais le prix du danger. Oui, bien sûr, le Connu danger, bien sûr. Ouais. Mais entre les Mais, drames, les vrais films de genre, les comédies populaires, tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait. ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça. Puis je pense qu'à un moment donné, enfin surtout quand il est chez Sautet, il incarne quelque chose du français moyen. Son alter ego, même. Voilà. Oui, oui, complètement. Ouais. Et on se reconnaît en lui, quoi. La Donc, France, ouais, et qui puis, gueule, qui boit, qui mange, qui fume, qui baisse. Enfin, c'est la vie, quoi. C'est ça que j'adore, moi, chez Sautet, quoi. C'est tellement la vie de ouais, tous les jours de tout le monde, de tous les Français. Moi, j'adore ça, cette vie, cette grouille, ouais. ça pleure, C'est là ça qu'on voit rit, ça se passe très tout bien. ce qu'on a perdu aujourd'hui, hein, quand même, hein, à ce niveau-là, quand même. Bah, le Ouais. dernier, un peu à ce niveau, c'est Depardieu. Hein. Il reste quasiment plus que lui. Hein. Oui, oui, ouais, oui, mais il continue de vivre sa vie comme si il était coincé dans les années 70, quoi. C'est vrai il a un côté comme ça, mais les excès de Depardieu sont beaucoup moins tolérés par la société. Il est souvent moqué maintenant aujourd'hui. Il est souvent bon voilà, alors que moi je trouve il est toujours phénoménal, quoi. Et justement le jour où Voyons. Depardieu va mourir, on fera le même constat que pour Michel Piccoli. Depardieu, à ce jour, il n'aura eu de cesse de voyager dans les meilleurs recoins du cinéma, d'accompagner les meilleurs réalisateurs français, de prendre des risques en allant vers des univers pas forcément simples, mais où il s'est imposé toujours avec beaucoup de justesse. Et même quand il est médiocre, Depardieu, il est fantastique, quoi. Alors, pour continuer un peu là, notre journal de bord cinéphile, il y a deux, trois on va dire des petites curiosités que j'ai vues, notamment le Toboggan de la mort, un Ah film, oui, alors parle-moi de ce film, ouais, ouais, un film qu'on que m'a moi j'ai pas vu, mais prêté, qui est sorti en DVD et Blu-ray chez Elephant Film il y a quelques années. Un drôle de film donc scénarisé donc, par Levinson et Link, les créateurs, les scénaristes de Colombo. Et le film ah, reprend en partie le canevas de Colombo, c'est-à-dire qu'on voit le meurtrier, enfin ici c'est un terroriste, qui est déjà un thème pardon, euh, bah, visionnaire quelque part en avance quant à l'époque, puisque le film, je crois, c'est 77 si je dis pas de bêtises, qui était un type de personnage qui n'était pas trop vu dans le cinéma encore à l'époque, surtout américain. Et c'est une série B qui s'appelle donc Roller Coaster en version originale avec comment on pourrait dire, ça s'inscrit dans cette tradition qui à l'époque cartonnait du cinéma catastrophe, donc évidemment tremblement de terre, l'aventure Poséidon, la la tour tour infernale. voilà, la tour infernale. On est un peu en fin de comète, hein, voilà, il y a le nouvel Hollywood qui débarque, surtout les blockbusters, les Dents de la Mer. Il y a évidemment Star Wars qui débarque la même année et ce type de film tend à disparaître. Et ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment dans un autre canevas, qu'on est vraiment certes dans le côté catastrophe, mais dans une vraie enquête policière. Alors le film en fait commence par tu vois le terroriste en fait, joué par Timothy Bottoms, qu'on connaissait à l'époque pour pour les films de Bogdanovich, dans La Dernière Ah oui, Série oui. par exemple. Il était vraiment formidable. C'est vrai qu'après il a un peu disparu, c'est Jeff Bridges qui après a tout récupéré. Hmm.
Et lui, il est un peu passé sous les radars. Et donc, c'est lui le terroriste. Il met une bombe, en fait, sur un roller coaster, sur des montagnes russes, en fait, d'un très grand parc d'attractions. Oui. Mhm. Donc, on est vraiment voilà, avec le tueur pendant bien un bon quart d'heure, en fait. Et il y a donc cet attentat qui fait plusieurs morts. En fait, il fait dérailler, comment on appelle ça, les wagons. Donc, Ouais. Mhm. un roller coaster. Et il y a Georges Segal, qui est une sorte d'inspecteur d'assurance, en fait, expert dans ce type de manège, qui mène l'enquête et très vite, lui, comprend la psyché, en fait, du terroriste et va comprendre, en fait, sa démarche et il va le traquer et surtout le trouver, en fait. Et c'est lui, on comprend, voilà, comme dans Colombo, c'est lui qui va trouver les failles pour pouvoir le démasquer et l'arrêter face à comment on pourrait dire, face à des autorités complètement dépassées, à la ramasse, vraiment sclérosées, sûres de leurs acquis. Donc, par exemple, il y a son boss, c'est un petit rôle joué donc, par Henry Fonda. Il y a Richard Widmark qui est une sorte d'agent un peu du FBI, sûr de lui, tu vois, on va dire grosse couille, quoi, tu vois, mais qui est complètement à la ramasse parce que vraiment, comment on pourrait dire, réglementaire, tu vois, il ne bouge pas en fait de sa juridiction, quoi. Et donc c'est un gros casting déjà, très étonnant. Voilà tous les noms que j'ai cités. On retrouve aussi Helen Hunt dans l'un de ses premiers rôles, Ah qui oui. joue la fille de George Segal. Et alors, c'est très bien troussé, c'est pas révolutionnaire. Alors, c'est un peu vieilli, voilà, mais en termes de ressenti pur, déjà l'idée de coupler vraiment la caméra avec les wagons, enfin, donne vraiment une sensation de vitesse et t'as vraiment l'impression, moi, quel vertige, vraiment d'être dessus, quoi, et t'es accroché vraiment à ton fauteuil, quoi, en voyant ça, alors que le film a quand même 40 ans, quoi, il n'y a aucune autre prétention que de raconter une bonne histoire qui est très bien ficelée, encore une fois. Et elle se régale, encore une fois, voilà, de cet inspecteur avec une petite trouvaille, un truc qui semble tout bête, mais qui amène beaucoup d'humanité, je trouve, où Georges Segal, en fait, dans le film, en fait, arrête de fumer. Et dans tout le film, il a toujours cette envie, tu vois, de clope, en fait. Il est toujours un peu un peu à la rupture et qui crée une sorte de mini-tension. Et je trouve que ça donne une sorte d'épaisseur tout de suite au personnage, une sorte d'humanité, quoi, avec juste un petit truc tout bête qui est le mec, en fait, il est un peu à cran, quoi. Parce qu'il a arrêté de fumer Ouais. et qui amène une sorte de sympathie voilà, immédiate pour le personnage. Donc c'est vraiment voilà, encore une fois, c'est pas un grand film, hein, mais c'est le vrai film du samedi soir bien troussé et qui reste encore une fois. Ouais, en tout cas, t'en parles avec beaucoup d'enthousiasme et ça donne vraiment très envie de le voir. Ouais. Et le titre en français est un peu naze hein, quand même. Ça fait très série B horrifique. Ouais, j'avoue. Ouais. Tu vois, un peu à la Wes Craven à l'époque ou la Toby Hooper, mais ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment un polar. Une petite enquête policière, pas piquer des hannetons, moi je parle comme à l'époque, tu vois, là on fait une époque, on fait toute une époque du cinéma, donc c'est une petite rareté. Et pareil, j'ai vu aussi Truck Turner, un peu dans le côté série B aussi. J'ai envie de me faire, je sais pas pourquoi, des films de Blaxploitation. Voilà, je sais pas Ah, pourquoi. mais J'ai vu bah, Coffee il pendant faut. le confinement, donc j'ai vu donc Truck Turner avec Isaac Hayes, qui était surtout connu pour Ouais, son ouais. expert Shaft. voilà, ses musiques comme Shaft, etc. Et donc là, ici, la BO aussi qui est vraiment super. Et là, en plus, il joue donc le personnage principal, voilà, un chasseur de primes, badass. Enfin. Et pareil, là, c'est super bien troussé, c'est truc que tu peux plus faire aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire le mec qui tape des femmes, enfin, t'as des prostituées, t'as les mecs vraiment haut en couleur. Et ça témoigne d'une époque où tout était permis, quoi. Et encore une fois, c'est des petits films, mais qui sont super bien troussés, quoi. Enfin, la mise en scène est super punchy, tu t'emmerdes pas une Mhm. seconde, quoi. Ça passe à une vitesse folle. C'est vraiment les vraies grandes séries B d'autrefois, quoi, qui prenaient pas, voilà, leur public pour des cons. Et il y avait un petit fond, encore une fois, politique et revancharde que de mecs, un mec comme ça, quoi. Isaac Hayes, ancienne figure dans le film du football américain. Mhm. Incarner la loi, quoi. Et encore Ouais. aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans l'actualité américaine. C'est peut-être des films qu'il faut, ouais, peut-être revoir, quoi, avec leur petit message, leur petite musique de fond, qui semble de plus en plus Mhm. actuelle. Et j'ai commencé à me faire une petite Ce qui est étonnant avec la Blaxploitation, c'est vrai, hein, c'est des films, bon,
enfin, Blaxploitation, c'est des films avec des personnages noirs pour un public noir. Vu par des Mais Blancs. ce qui est étonnant, mais justement non, c'est quand tu regardes de plus près, il y a très très peu de réalisateurs noirs parmi les réalisateurs de la Bien sûr. Blaxploitation. C'est Exactement. beaucoup c'est des films qui sont réalisés par des blancs, quoi. Oui, c'est Et, comme les films de Kaplan, en par fait, exemple, c'est pour Frank Turner. ouais, exactement. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'avait questionné parce que là, depuis quelque temps, avec des réalisateurs comme Ryan Coogler ou Jordan Peele, on commence à voir émerger ou Barry Jenkins, on commence à voir émerger des cinéastes noirs américains. On commence à, alors évidemment, il passe par le prisme du cinéma indépendant, mais Ryan Coogler, c'est lui, je crois, qui a Oui, réalisé c'est Black écrit Panther. des Black Panthers. Donc voilà. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui, je pense, que comment le cinéma américain a certes, alors déjà a mis tardivement dans ses histoires des héros noirs américains, mais a surtout freiné des quatre pieds jusque dans les années 2000 pour confier de l'argent Des metteurs en scène. à- voilà, à des metteurs en scène Parce que des grandes d'origine figures afro. noires héroïques, il y en a toujours eu. Quand on dit que Black Panther, par exemple, c'est le premier super-héros noir, bah, c'est faux. Il y avait déjà eu Blade, par exemple, 10 ans avant. Oui, Et ouais, si ouais. on prend la Blaxploitation ou une actrice comme Pam Ou Grier, la Blaxploitation, voilà. Mais on a des héros, mais de la même manière, c'est exactement le même modèle avec les femmes. On a des grands films féministes, mais qui sont très souvent réalisés par des hommes. Et pendant très longtemps, on a, voilà, en fait, ce qu'on peut remarqué, c'est que l'histoire du cinéma, c'est pendant très très longtemps, et encore aujourd'hui, il reste minoritaire, de ces porte-voix que sont les réalisateurs, de ces porte-voix que sont les femmes et les noirs. Ce qu'on appelle le female gaze, mais on peut parler aussi, donc c'est exactement le même rapport avec les cinéastes noirs. Les cinéastes noirs peuvent raconter des réalités qui échappent à des gens qui ont une expérience sociale autre que ce que vivent les Noirs américains dans, dans, aux États-Unis. Et ce que je veux dire, c'est que la Blaxploitation, déjà, c'est des films avec des héros noirs pour un public noir, réalisés par des blancs. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement, Spike Lee a toujours été l'exception qui confirme la règle. La rage de Spike Lee n'a pas toujours été comprise, mais elle est évidente parce qu'il s'est pris en pleine face toute résistance à l'expression artistique des Blacks dans le cinéma américain. Il a vu, voilà, pendant très longtemps, les seuls cinéastes américains, noirs américains, ça a été des gens qui ont fait leur preuve comme acteurs, passé à la réalisation. Sidney Poitier a fait des films comme réalisateur, Denzel Washington a fait des films comme réalisateur. Bon, voilà, ils sont tous à un moment ou à un autre réalisateurs, mais des réalisateurs sortent de nulle part et qui ont été consacrés, ça, c'est extrêmement marginal. Et Spike Lee a été très longtemps oui, le un fer de lance, naufragé, la tête de gondole d'une de ce certaine cinéma-là. l'exception, grande exception. Et elle commence à évoluer parce que quelques exactement. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, Spike Lee commence à revenir sur le devant de la scène. Je pense aussi que certains de ses films qui ont été mal accueillis, je pense à Bamboozled, on commence à comprendre Ou le Blacklist. le pourquoi du comment. Voilà, ouais. Et on commence à comprendre l'engagement. Enfin, je veux dire, on l'a souvent pris pour un gueulard et quelqu'un, un empêcheur de tourner en rond. Mais son discours est mille fois légitime. Mais Et, tu et vois, je, je voulais qu'on parle de Spike Lee parce que là, j'ai commencé un petit cycle Spike Lee, là, tu vois, j'ai récupéré mon petit coffret ah, DVD. ça,
Ça, c'est bien. C'est pour rattraper, là, voilà, un petit peu. J'en ai vu beaucoup, hein, mais pour me préparer, en tout cas, en vue de son nouveau film, là, Five Dead Bloods, qui sort bah, sur Netflix là, Oui, oui, qui d'ici sort juin. sur Netflix dans quelques jours. Et donc, c'est aussi pour ça que je veux des films de Blaxploitation. Et puis j'aime bien cet univers-là, de toute façon. Mais c'est vrai que à cette époque-là, voilà, encore une fois, il y avait des figures noires effectivement réalisées par des blancs. Et c'est aussi des films qui sont très appréciés par le public blanc. Il y a qu'à voir l'impact qu'il y a eu sur un cinéaste comme Quentin Tarantino sur Jackie Bien Brown, sûr. qui est quand même un blanc qui a quand même fait la promotion de ce cinéma-là. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Je ne sais pas si on prend un film que j'ai adoré, hein, par ailleurs. Dolomite is My Name avec Eddie Murphy, c'est aussi réalisé Ah par oui, oui, avec Eddie Murphy, ouais. justement avec ce rapport-là au peuple. Voilà, encore une Oui, fois, ce oui. rapport contestataire en faisant des vrais films d'exploitation. Ouais. Et tout ce cinéma-là, voilà, découle quelque part de tout ça. Et tu évoquais j'essaie de faire un petit résumé, hein, des noms voilà, beaucoup plus actuels. On a tendance à les regrouper sous une forme bannière en fait par rapport à leur couleur de peau, mais c'est des cinémas qui sont extrêmement différents. Voilà, la Blaxploitation, c'est pas le cinéma de Spike Lee qui est beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, hein, autorisant, beaucoup plus formaliste. Ouais, ouais, mais justement, en fait, c'est là qu'on mesure de quoi on s'est privé en se privant, en privant certaines personnes de l'opportunité de s'exprimer, donc par le biais du cinéma, mais par d'autres biais aussi, parce que le Oui, cinéma la littérature, la ne chanson. fait que reproduire ce qui se passe ailleurs dans la société. Voilà, exactement. Mais justement, la Blaxploitation ne parle pas finalement de la vie des Noirs. Et pourquoi les films sont récupérés et appréciés par les Blancs? Mais justement parce que ça décrit des réalités qui sont, qui sont finalement la réalité des Blancs américains. Qui côtoient des Noirs parce que c'est une société mixte malgré tout. Ils racontent des histoires voilà, où il peut y avoir des héros blacks, mais c'est des histoires de Blancs racontées par des Blancs finalement. Oui, les histoires de flics, de Spike Lee, Bollywood, c'est des archétypes qu'on Spike Lee, retrouve il est, dans. voilà, exactement, et qui fonctionne beaucoup par archétype. Et Spike Lee, c'est déjà différent parce qu'effectivement, lui, il est déjà beaucoup plus politique et il commence déjà à exprimer quelque chose qui est son expérience à lui, son expérience de New York, des rapports à New York, de la rue à New York. Des gens qui côtoient, Communauté. qui font de la musique, voilà, qui font de la musique, qui jouent au basket, qui livrent des pizzas, ce que tu veux. Et en fait, on voit avec l'émergence des jeunes cinéastes nord-américains actuels, euh, de quoi ils parlent. Ils parlent de ces sujets qui n'ont pas toujours intéressé, voire rarement intéressé les cinéastes aujourd'hui, qui parlent frontalement des problématiques de racisme, des violences policières, etc. Effectivement, là, aujourd'hui, 28 mai, on est à fond dans une actualité sordide par rapport aux violences policières aux États-Unis et des violences policières racistes aux États-Unis, où on a atteint un nouveau pic encore ces derniers jours. C'est des sujets qui ont pu être abordés au cinéma, mais jamais frontalement. Ou Et du là, moins sous une forme à chaque fois différente. Si tu prends voilà, Jordan Peele, à travers le cinéma de genre, à travers les. Voilà, si on lit au travers des lignes, etc., il raconte beaucoup de choses. Jenkins, pareil, c'est plus sur la forme, c'est plus sur une forme, je ne sais pas comment on pourrait dire, ouais, romantique. après, Dans Barry la Jenkins, technique, quand il fait Moonlight, c'est sous-jacent. C'est un portrait plus global d'un personnage qui s'émancipe dans les marges de la société et qui subit toutes les violences de la société. Mais Barry Jenkins, c'est aussi le réalisateur d'un film qui est certes beaucoup moins bien que Moonlight, mais qui est quand même très intéressant. C'est Si Bill Street m'était compté, qui aborde frontalement le sujet des violences policières. Fruitvale Station, c'est un film que moi je n'aime pas beaucoup parce que je trouve que justement dans sa narration, il use de beaucoup trop de facilité, beaucoup trop je l'ai en d'effets Blu-ray lacrymaux, dernièrement, mais je mais ne l'ai en pas même encore vu. comment? Je l'ai en Blu-ray, mais je ne l'ai pas encore vu. Oui, moi c'est pas un film que j'aime beaucoup. Je l'avais vu à Cannes à un certain regard et ça m'avait un peu écœuré. Mais en même temps, euh, écœuré parce que trop de bons sentiments finalement dans sa manière
il y avait un côté un petit peu comme le Collision aussi de Paul Haggis, une manière de montrer les gentils et les méchants, et les gentils trop gentils, les méchants trop méchants. Et cette manière très caricaturale, très moi ça m'a jamais beaucoup plu ce genre de choses. Et Fruitvale Station, c'est un petit peu l'expression de ça, mais en donnant la prime évidemment aux minorités. Et mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que euh, un film comme Fruitvale Station n'aurait jamais pu être réalisé, j'ai l'impression, par un jeune cinéaste blanc, parce que ce sujet ne l'intéresse pas, parce qu'un blanc à New York va pas se faire agresser et tabasser par les flics. Et donc, même si un jeune blanc peut avoir un ami noir qui va se faire tabasser par les flics et qui va connaître cette réalité-là, par ce biais-là, on voit rarement ce genre de scénario mis en scène par des blancs. C'est vrai, mais par contre, si tu prends le cinéma de Spike Lee, qui est clairement dans cette veine-là, il faut rappeler que l'un de ses professeurs, c'était Martin Scorsese à la fac. Et c'est vrai que Spike Lee, en termes de découpage, en termes de cadre, en termes de montage, avec cet emploi, comme tu l'as très bien dit, des gens de tous les jours, de la vie, voilà, tu as des basketteurs, des livreurs de pizza, etc. Ce rapport aux communautés, c'est vrai qu'un cinéaste comme Scorsese était déjà un peu avant lui dans ce terreau-là, sauf que c'était Complètement, ouais. dans notre type de communauté avec des autres problématiques. Ouais, lui, c'était les Italo-Américains, ouais. Et il racontait En sa termes réalité à d'approche, lui. c'est la même idée, c'est-à-dire un côté très anthropologique de montrer en fait le monde dans lequel on vit. Et Scorsese avait ce propos-là, hein, c'est-à-dire que plus tu es dans l'intimité de ton sujet, en fait, plus tu es universel. Et Spike Lee est clairement là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'en incarnant Exactement. son propos, son propos le plus possible via une communauté noir, il en devient clairement universel. Et on réduit un peu trop à ça, d'ailleurs, je trouve, Spike Lee, parce qu'il a quand même aussi évoqué voilà, encore une fois, je sais pas, Clocker, c'est pas forcément un film de la communauté noire, tout comme La 25e mort ou Inside Man aussi, qui est une métaphore carrément de l'Amérique. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est parce que Spike Lee, ce n'est pas seulement le cinéaste afro, voilà, qu'on pourrait on pourrait le réduire à ça, mais ça n'a effectivement pas de sens parce que c'est avant tout un cinéaste américain et patriote et un cinéaste qui finalement n'aspire qu'à une chose à travers son cinéma, c'est remettre le noir américain au cœur de l'histoire du grand récit américain, de montrer que les noirs américains ont apporté leur pierre à l'édifice, mais que souvent ça n'a pas été assez reconnu. Donc c'est aussi son film qu'il a réalisé en Italie, Le Miracle à Santa Anna, qui est un film qui a été très mal accueilli, qui est un petit peu le indigène. Enfin, nous, on est indigène avec Jamel Debbouze, Oui, c'est Bernard son film de Borcand, guerre. Roche Dizem. Voilà, c'est la même histoire finalement que ça raconte. Il y a des maladresses, il y a peut-être justement un trop grand enthousiasme de la part de Spike Lee parfois à montrer des choses et parfois à les montrer de manière pas forcément très subtile, mais avec le côté rageux. Et finalement, moi, même quand je revois ces films-là qui sont pas forcément les plus notables de Spike Lee, les plus remarquables, ils ont ma sympathie pour cette raison-là, parce que je vois bien qu'ils sont nourris par par cette rage qu'il a et cette envie de montrer des réalités et de montrer l'apport des Noirs américains à la grande histoire de l'Amérique. Et bon, voilà. Donc, c'est en ça que Spike Lee est très précieux et qu'il est maintenant le parrain, d'une certaine manière, de tous ceux qui émergent aujourd'hui, parce qu'il a défriché le terrain. Il a défriché le terrain, et puis aussi, bon, la société a évolué, et il y a de plus en plus de conscience de tout ça. Mais pendant très longtemps, il a été vraiment le seul cinéaste Balance, oui. américain identifié à être entre guillemets basané. Et ça, c'est quand même quand on s'imagine la richesse artistique et la richesse quantitative du cinéma américain, c'est quand même assez effrayant de voir que la, la,
que les cinéastes afro-américains ont été réduits à peau de chagrin et qu'il y a eu d'un côté Spike Lee et quelques amuseurs comme les frères Wayans. Passait Voilà, surtout, je pense que cette idée politique de représentation de la communauté noire passait beaucoup par les comiques. Hein. Ça, qui sont aussi des auteurs. Hein. Il y avait déjà Richard Pryor qui après a fait des films justement sur Blue Collar avec Paul Schrader, etc. Enfin sur les petits gens et surtout Eddie Murphy, quoi, qui était vraiment son auteur. oui, Je veux bien dire, sûr. c'est pas un metteur en scène, ce n'est pas un cinéaste, mais l'auteur d'Eddie Murphy, c'était Eddie Murphy, quoi. Exactement. Peu importe le film, et il a fait beaucoup aussi pour la communauté noire, mais sous un autre angle, sous un autre aspect. Euh, mais c'est marrant parce que je trouve que c'est un mec qui est pas assez, tu vois, dans cette histoire-là, qui est pas assez évoqué, Eddie Murphy. Je le trouve très important, moi. Et qui déblaye un peu le terrain Si, aussi si, pour oui, Spike bah, de Lee toute comme auteur. façon, il est. Oui, 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 ouais. Parce Ouais, qu'on voit complètement, ton ouais. spectacle Non, mais tu Raw, vois, ça va très loin en termes ouais, aussi de propos. Hein. ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, ouais. Et du coup, je commence une petite rétro là, et j'ai commencé par Nola Darling en fait qu'à sa tête. Et si on prend Ah, ouais. ce film-là, euh, il est déjà vraiment en avance. Enfin, une femme comme Bah, ça, et, c'est un film complètement féministe. Mais après, voilà. c'est ce qu'on appelle, c'est l'intertextualité. Enfin, je veux dire, l'oppression des minorités, les combats se rejoignent. Justement, donc, c'est pas étonnant que Spike Lee soit sensible, voilà, à l'idée de faire le portrait d'une jeune femme libre, libre de son corps, libre de ses pensées, qui vit comme elle a envie et qui voilà, qui a de compte à rendre à personne parce qu'elle n'a pas, elle a pas à rendre de compte à qui que ce soit. Et c'est Tu m'as dit que c'était un puis un film personnage qui fondateur. a sa mélancolie. Comment? Tu m'avais dit sur Instagram que c'était un film fondateur dans ta. Oui, ouais, ben, en fait, après, c'est vraiment les hasards de comment quand les œuvres nous sont accessibles, les hasards des programmations, par exemple. Moi, quand j'étais très jeune cinéphile, enfin, j'étais même pas cinéphile à l'époque, quand j'avais 13-14 ans et que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, ça voulait dire commencer à m'intéresser à autre chose que Un Indien dans la ville, Le Roi Lion et puis Rambo. Donc commencer à voir des films un petit peu différents, qui abordaient des sujets qui m'intéressaient. Et effectivement, sur les chaînes du satellite chez mes parents, les hasards des programmations m'ont fait rencontrer Spike Lee qui passait, et notamment donc tous les premiers films de Spike Lee, donc Jungle Fever, Mo Better Blues, Do the Right Thing, Get on the Bus. Et c'est des films qui ont vraiment été fondateurs dans ma cinéphilie d'abord, et puis même, je pense, ma personne aussi, parce que moi justement, je suis quoi? Moi, je suis un jeune blanc qui est né dans une petite ville de province en France, qui a jamais acquis dans mon collège, dans mon lycée, il y avait pas beaucoup de minorités, quelques gens d'origine arabe, quelques gens d'origine black, très très peu d'asiatiques, de personnes d'origine asiatique. Enfin, bon, voilà quoi, pas besoin de te faire un dessin que ma vie sociale, mon environnement, c'est un environnement de jeunes blancs français des années 80-90. Et donc, les problématiques raciales, mais jamais de la vie, j'en avais une quelconque conscience. Donc, Spike Lee, à 14-15 ans, il m'a confronté à ça, à ces choses, assez rapidement voilà, j'avais pas encore lu d'auteurs non plus qui abordaient ce genre de sujet. Donc Spike Lee a vraiment été fondateur pour moi parce qu'il m'a ouvert à ces sujets-là, il m'a ouvert du coup à une forme de cinéma urbain, etc. J'ai découvert Spike Lee avant de découvrir aussi la nouvelle vague française. Hein. J'ai vu C'est clairement l'un de les films ses que je t'ai héritiers. cités, Hein. je les ai vus avant de voir les films Oui, oui, c'est une manière urbaine de faire Dans ce des côté films, de découpé, sortir avec la collage. caméra au point. Exactement, c'est ça, ouais. Et puis à l'arrache, quoi. Il y a un côté à l'arrache, un côté forcené, et ouais. Et puis quand on pénètre comme ça dans les premiers films de Spike Lee, c'est aussi pénétrer dans toute une culture urbaine et, et, euh, et, et de rue. Enfin, bon.
c'est un pléonasme, mais où on découvre des sons aussi qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, tout ça. Enfin bon, surtout à cette époque-là où pareil, hein, ma culture musicale n'était pas très élaborée non plus, donc c'est un peu le même schéma. Je commençais à me confronter là aussi à des univers musicaux à travers les films de Spike Lee qui n'étaient pas des choses qui m'étaient familières jusqu'alors. Donc c'est en ça, il y a un côté, effectivement, tu as employé le mot tout à l'heure, anthropologue, qui est effectivement, il y a un côté anthropologue chez Spike Lee. Et tu avais raison de dire que d'employer ce mot aussi pour Scorsese et Little Italy à New York, c'est finalement la même chose. C'est des codes sociaux, c'est des manières d'être, c'est des manières de se présenter, de s'auto de, de, de montrer sa réalité des quartiers très particulières par rapport aux autres quartiers WASP de New York, etc. Et de montrer les singularités new-yorkaises, etc. Quoi. Enfin bon, bref, je m'embrouille un peu, mais l'idée est là. Quoi. Non, mais t'inquiète pas, hein, c'est plus que compréhensible. En plus, c'est une tradition américaine parce que même Cassavetes faisait ça. Scorsese, c'était le copain. Hein. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Oui, Cassavetes, c'est encore d'autres réalités, mais oui, c'est le même principe, exactement. Alors pour terminer, Benoît, puisque le temps passe, est-ce que tu as un ou deux conseils pour les spectateurs, auditeurs, voilà, à voir encore à la maison en attendant le 22 juin maintenant, que ce soit en DVD, en Blu-ray ou même sur les plateformes? La difficulté, c'est que les films disparaissent. Des fois, je n'ai pas du tout préparé cette question, du coup, enfin, ni le reste d'ailleurs, ça doit s'entendre. Je peux recommander, moi, donc je peux prendre la main et puis après, je t'ai le temps de réfléchir comme ça. Ouais, et puis en même temps, je réfléchis. Quelles sont tes recommandations à toi? Bah alors, déjà pour commencer, Days, que j'ai terminé, donc du coup, juste avant cette émission qu'on a évoquée un peu entre nous, une mini-série de Alex Garland qu'on retrouve du coup sur MyCanal, tirée donc de la plateforme, je crois que c'est une copro FX Hulu, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis. Donc Alex Garland, voilà, cinéaste qu'on avait. Moi, j'avais découvert ça au Festival de Gérardmer, son premier film, Ex Machina, avec Oui. avec Oscar Isaac, j'avais trouvé ça vraiment pas mal à l'époque. Je trouvais qu'il y avait un vrai ton, mais surtout on le connaissait via les scénarios d'Annie Boyle. C'est lui qui avait Danny scénarisé Boyle, je sais pas de La bêtises, plage, parce qu'il Trainspotting. était romancier à la base, hein. C'est lui qui a adapté son propre roman, après 28 Oui, La plage, ouais. Ouais. pareil pour Sunshine. Après, maintenant on le sait, il était réalisateur officieux de Dread, que je n'ai pas vu, c'est ça que j'ai pas vu, adapté donc du comics. Et Ah, après, le remake ouais, là de. Ouais. Ah oui, je l'ai pas vu. Ouais. on D'accord. sait que c'est lui qui l'a réalisé aujourd'hui. Hein. Ça, ça a été confié par D'accord. un producteur en sous-main, quoi. Et premier film Ex D'accord. Machina. Après, il y a eu donc Annihilation qui a atterri sur Netflix. Alors, c'était une production à la base donc Paramount, Ouais. ce sont des Oui, soldats oui, exact. Ouais. du projet, parce que bon, c'est vrai que c'est un film tellement atypique, on va dire, au sein du système hollywoodien à l'heure actuelle. Alors que c'est un film quand Ouais, même c'est ça. Ouais. qui se veut quand même Très une. référencé, ouais, ouais. C'est un film Voilà. très référencé. C'est un film comme on en faisait à une certaine époque, mais qui d'ailleurs est pas très original par rapport à certains Non. films Oui, on voit Kubrick, on voit Tarkovsky. des années 80, Tu m'entends? mais ou même 90, mais contemporaines. Exactement. Et c'est vrai quand même qu'il y avait une dimension qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui se voulait quand même grand public, et quand même un beau Oui, aussi. casting. Ouais. Voilà, Nathalie Portman, Nathalie Portman. Ouais. Jennifer Jason Leigh, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a aussi Oscar Isaac. Mais c'est vrai qu'on sentait qu'il était bridé, en tout cas, dans ce cadre de système-là, bazardé, encore une fois, par son studio, parce qu'il a pris peur des retours critiques et surtout publics. Et il paraît que, voilà, qu'il a eu une liberté totale, en tout cas, à la télévision. Il a adapté un peu son scénario de base, donc Daves, avec donc Nick Offerman qu'on retrouvait dans la série, moi j'adorais cette série dans Parks and Recreation, et surtout une jeune actrice, son nom m'échappe, donc Sonoya Mizuno, qu'on avait retrouvée dans Maniac, dans la série de Kari Fukunaga,
était une très D'accord, bonne j'ai pas mini-série vu. aussi pour Netflix. Les mini-séries, ça marche bien ces temps-ci. C'est vrai que c'est un peu la nouvelle tendance, hein. Les séries longues ont un peu tendance à disparaître. Donc là, c'est 8 épisodes où on suit donc au début le parcours d'un jeune homme qui s'appelle Sergei, qui travaille dans une très grosse entreprise type, tu vois, GAFA. En gros, on peut dire que c'est Apple Mhm. ou Facebook, une grosse entreprise dans ce type-là, donc dirigée par Nico Ouais. Ferman, une sorte de chef, enfin un patron assez charismatique, multimilliardaire et assez excentrique, on pourrait dire, assez connu, assez médiatique. Et il travaille donc dans cette entreprise et il est muté dans un autre service qui s'appelle Dave's, donc vraisemblablement développement. On ne sait pas trop les tenants et les aboutissants qu'il y a derrière ce nom un peu énigmatique. Même les employés ne savent pas en fait à quoi Sur quoi il correspond travaille? voilà, cette branche. Il y a une sorte de voilà, c'est une branche secrète, on pourrait dire un département secret dans cette entreprise et c'est difficile d'évoquer le début. Il disparaît. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Et sa petite copine qui elle aussi travaille dans cette grosse entreprise, donc on est à San Francisco, hein, donc c'est la Silicon Valley, etc. Décide un peu de mener l'enquête parce qu'elle pense qu'on lui cache quelque chose. Donc je ne vais pas en dire plus. C'est vraiment une série comme ces autres films d'ambiance, d'atmosphère. On voit vraiment une thématique se dégager à travers ces 3 œuvres, voilà, Ex Machina, Annihilation, déjà dans le décorum qui est toujours à la fois très urbain, mais en même temps extrêmement naturel, dans la forêt, enfin, bucolique, étrangement. Et comment dirais-je, ce décorum, en tout cas, d'opposition en apparence, sert aussi tout le propos qui ne parle que de ça, en fait, qui parle c'est difficile parce qu'après je rentre dans les détails, qui évoque beaucoup le virtuel et la réalité, qui évoque la vie, la mort, qui évoque la haine et l'amour, enfin beaucoup de Ça fait paradoxes. très Black Mirror, tout ça, tout ce que tu dis, ça évoque beaucoup ce qu'on peut dire un peu C'est pas faux, mais de il y a Black Mirror. pas, c'est pas tant une attaque, on va dire. Il y a de ça, une attaque, on va dire, politique sur ce type de grosse entreprise. Il y a ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus un côté philosophique, on va dire, à la Matrix. On pourrait, voilà, de Baudrillard. Baudrillard est vachement évoqué. Et il y a un côté qui m'a beaucoup plu, moi, dans ce mélange des genres, à la fois voilà, thriller psychologique, science-fiction minimaliste, etc. Il y a un côté très, comment on pourrait dire, film paranoïaque des années 70, un peu à la Pakula, par moment. Euh, Ah ouais, mais qui fait pas ouais, pastiche ça j'aime beaucoup. et qui sert pas mal, je trouve, à l'ambiguïté de ce monde-là, de ce capitalisme, on va dire, latent, qui se diffuse progressivement. Il y a un faux rythme comme ça, très lent, dans la contemplation, et qui sert pas mal, du coup, je trouve, l'idée de mini-série qu'on n'aurait pas retrouvé au cinéma, qui est beaucoup plus dans le rythme, dans l'action, etc. Et moi, ça m'a beaucoup plu. C'est vraiment un truc, c'est une expérience. Alors, je pense que t'aimes ou t'aimes pas, hein. Clairement, il y a des propositions, on va dire, assez radicales, notamment dans l'utilisation de la bande-son. Il y a des morceaux préexistants et des morceaux vraiment d'atmosphère et qui crée une certaine ambiance à la fois fascinante et très malsaine en fait. Donc moi ça m'a beaucoup plu au final. Mais après il faut que je digère, hein. Je te dis, je l'ai vu juste avant l'enregistrement de cette émission, donc Days. Et c'est bizarre parce que ça passe un peu sous les radars, hein. Ça passe sur MyCanal et j'entends pas grand monde évoquer ça, hein. Ouais, c'est vrai, on en parlait un petit peu en privé, mais c'est vrai que pas grand monde n'en parle pour l'instant. Et comme tu dis, ça passe un petit peu sous les radars. L'attention est portée un peu ailleurs en ce moment, mais, Donc Alex Garland, c'est un mais cinéaste qui, c'est. qui Mm, commence vraiment à faire son bout de chemin quand même. C'est pas extraordinaire, mais il a un petit univers, c'est propre, ouais, ça se laisse bien voir. ouais. Bon, en tout cas, t'en parles très bien et ça donne vraiment très envie de voir ça. Donc j'ai vu ça Euh, en mini-série que ouais. je vous recommande. En mini-série, je vous recommande aussi aller Dérapage avec Cantona sur Netflix. Ah, ça j'ai vu. Ah, ça m'a fait marrer. C'est pas très culture, mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a fait rire.
Cantona qui distribue les coups de boule et Kiernan qui boit des poires, moi, ça suffit à mon bonheur. Ouais, il y a un côté très excessif dans cette série qui est pas crédible pour un sou, mais qui se regarde parce que elle est quand même relativement bien ficelée. Cantona a beaucoup d'abattage et il a ses moments de justesse voilà, où il arrive à nous toucher. Et puis le reste du temps, il est souvent L'exubérance. en phase dans les emportements cantonesques habituels. L'exubérance totale. Et c'est vrai qu'il y a il y a des choses assez drôles, alors que c'est pas censé l'être. Non. En ça, c'est un petit peu nanaresque, mais c'est pas une série nanaresque. Hein, Non, c'est non, une c'est série plutôt bien, c'est bien qui a quand même poussé, un fond il y a social vraiment envie. fort. Ouais, mais bon, oui, voilà. Faut quand même fermer les yeux sur les grossièretés et les raccourcis et les Oui. caricatures aussi qu'on rencontre Oui, dans oui, cette en série. termes Mais de caricature, c'est c'est pas très subtil. Par exemple, le personnage du voilà. méchant joué par Alex Lutz, il l'appelle Jupiter, enfin, des choses comme ça. D'ailleurs, on n'est pas loin de Spike Lee dans Black Clansman avec toutes les références à Trump, hein, d'ailleurs. Oui, oui, c'est le même procédé, on va dire. Donc voilà, Ouais. c'est plutôt sympa, surtout pour les acteurs. Et bon, la mise en scène est un peu punchy, c'est fait par les créateurs de Baron Noir, donc on est un peu Oui, dans oui. ce là. Il y a Doueri qui est un Voilà. cinéaste intéressant. Et je sais que Ziad Doueri, donc au-delà d'être aussi celui derrière Baron Noir, c'est aussi le réalisateur de L'Insulte, qui est un film Oui, qui passait, je sais plus sur quelle chaîne, mais sur MyCanal en tout cas. Et oui, ouais, c'est c'est pas également sur OCS, justement. OCS peut-être, ouais. Ou peut-être Ciné Plus, mais oui, ouais. Enfin bon, bref, en tout cas, il est dispo en ce moment et oui, c'est l'occasion de parler vite fait de lui et d'attirer l'attention sur ce film, L'Insulte, qui est un film très fort là pour le coup et qui est très maîtrisé et comment, oui, voilà. Enfin, c'est vraiment à voir. Un film pour le coup très politique. Et pour terminer, un documentaire sur Arte que j'ai vu hier, Fredkin Uncut, un documentaire Ah, sur William Fredkin qui était présenté à Venise il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, et qui revient voilà, sur la carrière entière de William Friedkin avec des gros intervenants, Walter Hill, Quentin Tarantino, il y a Edgar Wright, Samuel Blumenfeld pour un côté plus théorique, on pourrait dire. Enfin, il y a beaucoup de grands, de Coppola et de grands artistes, de grands metteurs en scène. Et on n'apprend pas énormément de choses, mais voir la truculence de Fredkin, moi j'aime beaucoup ce personnage-là pour sa roublardise. Tu vois, on a un peu, il y a Moki chez nous, j'ai envie de dire, hmm, et un peu aux États-Unis en termes de roublardise, il y a Fredkin. On ne sait jamais si c'est vrai, si c'est faux, ce qu'il a inventé, hmm. etc. Et c'est un vrai personnage comme on n'en fait plus, Fredkin, qui allait jusqu'au bout de ses concepts et de ses idées, avec une mise en scène aussi héritée à l'époque du documentaire. Et voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, moi. Donc, c'est un beau complément Ouais, avec. ouais, puis c'est un vrai franc-tireur, au même Voilà, un titre que franc-tireur, John c'est un très bon. Carpenter aussi, qui a une importance fondamentale. Et effectivement, C'est pas tu dans une cites mouvance aussi. tout. On peut le réduire au Non, nouvelle non, critique, un style de l'ami de ouais. la part. Ouais, il est plutôt à côté des autres. Mais effectivement, il a son importance pour ça, parce il met des coups de pied dans la fourmilière. Et puis, tu l'as dit justement à travers les personnes qui interviennent dans ce documentaire que tu as vu. Je me souviens d'ailleurs, tu disais qu'il y a Tarantino dans ce documentaire. Je me souviens d'une séance géniale à Cannes il y a quelques années alors qui avait passé Crising On m'a avec Al Pacino. raconté. Euh, et c'était une séance monumentale présentée par Tarantino, avec Tarantino qui est resté dans la salle pendant tout le film. Et c'était une séance assez incroyable et de le découvrir dans le contexte cannois. Enfin, en l'occurrence, je l'avais déjà vu, mais je n'avais pas de bons souvenirs. C'est un film qui m'avait laissé froid, alors que bizarrement, c'est complètement C'est over the incompréhensible top, de hein. rester froid devant un film. Ouais, voilà. C'est quand même assez corsé.
c'est le cas de le dire. Et donc oui, ouais, voilà. Friedkin, c'est un cinéaste qui a énormément influencé et infusé parmi les réalisateurs qui Mais tu l'ont suivi. as tout à fait raison. Voilà, c'est un Maverick et la comparaison avec Carpenter est super bonne parce que c'est deux cinéastes qui étaient vraiment à la marge de grands cinéastes qui, eux, représentaient carrément un courant à la fois esthétique et narratif. Et les Ouais. deux ont ce point commun, vraiment dans leur thématique, dans leurs obsessions, de manière complètement différente, qui est le mal. Carpenter, c'est vraiment le mal en tant qu'entité qui existe et qui est palpable, entre guillemets, qu'on peut affronter. Alors que chez Friedkin, il y a toujours ce rapport à la frontière entre le bien et le mal. Quelle est la boussole morale et qu'on retrouve dans tous ces films, voilà, cette ambiguïté. Et ces deux cinéastes vraiment a Exactement. raison à rapprocher. Et voilà, moi, Fredkin à Lyon, il était venu, je l'ai vu avec Ken aussi, il fait le show, quoi. Donc, si tu veux te marrer en plus dans ce documentaire, il balance, Oui, en plus, ouais, c'est un sacré personnage. Ouais. il n'a pas peur de dire les quatre vérités, des trucs sur des cinéastes, il chie sur les festivals, enfin, il va loin. Moi, j'aime bien ce côté franc-parler, voilà. Et c'est assez frais, finalement, un Ouais. cinéaste comme ça aujourd'hui, quoi. Alors que tout est contrôlé. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend plus tellement parler comme ça et bousculer un petit peu. Ouais. Donc voilà, c'est mes Moi, j'en vois un recommandations. troisième de trublion du cinéma américain, c'est Joe Dante. Et Joe Dante Ouais. est également mis à l'honneur de OCS en ce moment, à travers notamment l'aventure intérieure, Hurlement, non? comment? Et Hurlement, Hurlement, ouais. ouais. Et puis aussi The Second Civil War, C'est l'un de ses qui est un meilleurs films, film, hein. C'est un téléfilm. qui est un de ses meilleurs films. Oui, oui, qui est un film qui a été fait pour la télé, effectivement, et qui est un des meilleurs films de Joe Dante, et qui est un film aussi qui a une dimension Assez euh, prophétique. très, très, très actuelle. C'est assez étonnant de voir ce film 20 ans après qu'il ait été réalisé, de voir finalement sa pression actuelle, quoi. Donc parmi mes recommandations, oui, il peut y avoir ça. C'est effectivement de se tourner un petit peu vers Joe Dante et de voir lui aussi quel cinéaste important il est, qui a beaucoup évolué à la marge des Spielberg, Scorsese, De Palma, mais qui est un peu comme Friedkin et Carpenter, un petit peu à côté. Lui, peut-être moins à côté que Friedkin et Carpenter, mais quand même à côté. Et, Peut-être encore plus subversif parce qu'encore plus introduit dans les et, studios. et carrément subversif. Oh, ouais, Joe Dante, il est carrément subversif. Je me Il souviens entoure le même tout du premier système. film ouais, le tout premier film de Joe Dante que j'ai vu, moi, c'était Small Soldiers. Et Small Soldiers, voilà, il a une certaine apparence vue de loin. Et c'est un film violemment contestataire et rentre dedans. Et ça me fait penser aussi, mais on va jamais s'en sortir parce qu'on rebondit toujours sur d'autres sujets, mais ça me fait penser à Verhoeven qui est exactement là-dedans également, quoi, et qui dans le genre subversif J'aurais pu recommander s'oppose lui Showgirls. aussi. Il faut réhabiliter Showgirls. Ouais. Oh, bah, c'est déjà le cas, hein, là. Enfin, je sais Il y pas a s'il faut même un réhabiliter documentaire Showgirls. là, qui sort Je suis pas bientôt. Là, convaincu. Ah oui, ouais. je savais pas. Donc, on considère Joden comme ta recommandation, alors. Oui, ça. Après, il peut y avoir aussi, histoire de boucler la boucle, il y a sur Netflix, c'est des recommandations faciles, mais c'est toujours bon de rappeler que effectivement, en ce moment sur Netflix, il y a non seulement Jacques Demy, mais aussi des Chaplin, des Truffaut, des David Lynch aussi. Et c'est sans doute ce qui est le plus intéressant à voir sur Netflix en ce moment, quoi. Bon voilà. Après, si sur OCS aussi, je sais, il y a les premiers films de Dario Argento. Oui. Et c'est à mon programme. Là, je crois qu'il y en a 4 ou 5 et doit y en avoir 3 ou 4 Un que j'ai très déjà gros fan vu. d'Argento. Tu peux te faire plaisir en te branchant sur OCS. En ce moment, il y en a Ils 5. Il y a sont là. Merde, Phénoména. ils sont là. Ils sont Ah là. bah voilà. Bah, ils sont tous là. Non, il y Il y a a pas pas mal. besoin de.
y a pas besoin de. Mais en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, ça peut. C'est toujours bon aussi d'aller chez Argento, qui est aussi un cinéaste avec sa singularité, c'est le cas de le dire. Un inventeur de forme également. Et Bertrand Bonello, j'aime bien Et bien puis les cette films qui anecdote sont. qui dit Argento, c'est le seul cinéaste qui est capable de détruire 15 minutes de film pour toucher à 1 seconde de grâce, quoi. Et je trouve que c'est exactement. C'est une bonne définition, oui, c'est vrai. Parce qu'Argento, Et, il s'en fout de l'histoire, il s'en fout des acteurs, il s'en fout de tout sauf de la mise en scène, quoi. ouais, mais c'est même presque dommage, hein, parce qu'il y a des fois, effectivement, on, on se désespère qu'il se moque à ce point de l'histoire. Et d'ailleurs, ça Mais fait même la boucle parce que dans le documentaire sur Friedkin, donc il y a tout un passage à Sitges, un hommage à Friedkin, et il y a aussi un hommage à Argento. mhm. Les deux ensemble Ah qui oui, parlent, les deux ils disent mais c'est génial ce que tu fais, mais non c'est ce qui est génial. Enfin c'est super drôle de voir deux grands cinéastes qui s'adorent et qui s'admirent. Enfin moi j'aime beaucoup ça. En tout cas il y a plus qui semblent avoir des univers vraiment très différents alors que bon les deux sont des grands formalistes. oui, oui, bah, complètement. Alors, en l'occurrence, Argento est essentiellement un formaliste. Oui. Donc voilà, Mais on voilà. est un Bah, petit peu. si vous savez pas quoi voir le soir, mais en ce moment, Argento, c'est parfait pour regarder le soir quand tout est éteint et qu'il n'y a plus de bruit dans la rue, Pour faire un peu peur. pour se faire un petit peu peur, quoi, même si on ne se fait pas beaucoup peur avec Argento, mais il y a quand même une ambiance. Et puis, ben oui, il y a notamment Phénoména, qui est un film que j'aime beaucoup et que je compte revoir très bientôt. C'est l'un de mes préférés. Euh, C'est Ténèbres et ouais, Phénoménal, mes deux préférés, je crois. ouais, Mais après, on relance la machine encore. Il y a tout un truc à dire sur le blanc et c'est le ça. rouge dans Ténèbres et le bleu et le vert dans Phénoménal. Mais bon. Oui, ah, mais c'est un puissant fond, hein, de commencer à parler de cinéma. C'est un puissant C'est ce fond. qu'on se On peut ne disait jamais justement s'arrêter. on a beaucoup parlé tous les deux sur les réseaux sociaux pendant ce confinement et on disait que pour nous cinéphiles, c'est vrai que 2 mois de confinement, c'est pas assez pour rattraper les classiques, revoir les grands films qu'on avait aimés autrefois. Mhm. C'est sans fin. Et puis, ce qui était bien pendant ce confinement, c'est qu'il n'y avait pas trop de guerre de chapelle. Tous les cinéphiles disaient bah tiens regarde ça c'est sympa je te conseille ça tu vas aimer Mhm. et c'est plutôt l'idée quoi voilà c'est pas de Le foutre partage, des oui, potes, c'est ça. C'est un peu des ponts quoi des liens. bien sûr, c'est ça. C'est comme tu dis, oui, créer des ponts. Et puis faire découvrir, quoi, parce qu'il y a tellement de territoires cinéphiles et justement quand on commence à s'intéresser au cinéma, on pense il y a que quelques films comme ça qu'il faut avoir vu, mais on se rend compte que finalement des films essentiels, on n'aura jamais fait le tour. Il y en a tellement et il y en a qui ont un peu disparu de la circulation, mais qui sont enfin qui reviennent, qui sont remis sur le devant par des cinéastes ou par des défricheurs qui retrouvent dans voilà qui ont plaisir justement à partager leurs amours cinéphiles de leur début. Et bon, voilà. Donc, il y aura toujours quelque chose à voir, effectivement. Donc, en ça, c'est sûr que oui, moi, personnellement, je pourrais tenir pendant 10 ans le confinement. Je ne serais pas sevré de films, ça, c'est sûr. J'aurais toujours quelque chose à voir. Mais par contre, oui, la salle me manque quand même énormément. Bah voilà donc ça fait une belle conclusion on va bientôt retrouver donc la salle de cinéma vraisemblablement dès le 22 juin on verra bien les modalités Ah, mais on en va tout compter cas les nous jours. on continuera voilà, à chroniquer un peu des petites découvertes et puis tout simplement ce qu'on a vu. Il y a tellement de choses à voir et à revoir. Et ben, je te remercie en tout cas, Benoît, pour cette discussion. Bah, je t'en prie, Raphaël. C'était un vrai plaisir. Je te remercie pour l'invitation. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. J'ai absolument rien préparé, alors bon, du Pas coup, non plus. c'était un petit peu freestyle. Mais je te remercie pas Mais, parce que je vais devoir encore noter mais bon. des films à voir encore, donc ça me rajoute encore dans ma liste des films. Ah, Ça, c'est le piège. Tu t'en sortiras jamais. donc on peut quand même Ouais, oui. rappeler voilà, qu'on peut Non, non, mais retrouver des anciens articles aussi sur Lanterna Magica quand même, sur ton blog. oui, oui. Bon, alors le blog, effectivement, il existe toujours, mais effectivement, il est plus mis à jour depuis maintenant. Ça se chiffre en années. C'est assez désespérant quand j'y pense. Mais je finirai bien par me remettre à écrire parce que la passion des films, je l'ai, j'aime écrire.
Et puis, pour ceux qui nous écoutent, je suis généralement plus intéressant à lire qu'à écouter. Mais Donc, non, plus à l'aise en tout cas avec l'écrit qu'avec c'est qu'à la toujours parole. passionnant Mais de bon, parler avec toi. mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, oui, encore une fois, merci pour l'invitation. On va continuer de se parler en privé sur les films. Et puis moi, je continuerai aussi de suivre notamment tes vidéos et tes émissions. Merci à toi, Benoît. On se retrouve du coup très vite À pour très parler encore bientôt, Raphaël. de plein de films. Merci, merci. Au revoir.